Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3, l'émission 100% blockchain, chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi matin en direct sur Twitter, sur LinkedIn et sur Twitch. Donc si ce n'est pas déjà le cas, je compte sur vous pour vous abonner, mettre un pouce, mettre un commentaire et nous donner de la force pour nous pousser à continuer à animer ces émissions depuis maintenant un peu plus de 3 ans et plus de 600 invités qui se sont succédés à mon micro. Alors aujourd'hui, gros programme. D'abord, je vais recevoir Raphaël Potard, président de Cryptosphère et de tellement d'autres choses. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur son parcours et sur ses ambitions du moment. Et puis, à 11h30, je recevrai mon ami Olivier Goutet, qui est tech lead chez Solana Mobile, pour venir nous parler bien de toutes les dernières actualités liées à l'écosystème Solana. Donc, on va parler évidemment du nouveau téléphone là, qui va bientôt être livré. On va parler bien sûr de la mise à jour qui devrait être mise en place d'ici la fin de l'année. Et puis, on parlera aussi de la toute dernière actualité là, sur la suppression des comptes de Pump Fund et de son fondateur et de tout un autre écosystème de comptes Twitter qui ont été suspendus et qui vont évidemment entacher un petit peu Solana, puisque la plupart de ces comptes build sur Solana. Alors, avant de commencer, évidemment, je vais vous parler du partenaire de cette émission, l'école blockchain Alira, qui est donc, comme je disais, partenaire de cette émission depuis plus d'un an maintenant. Et c'est la première école blockchain de France qui, depuis 2019, propose des formations 100% à distance, reconnues par l'État. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment la référence si vous souhaitez vous former à la blockchain ou aussi à l'intelligence artificielle. Ils ont développé vraiment des modules très précis sur le sujet. L'avantage, c'est que le rythme vous permet derrière d'espérer avoir de grandes chances de trouver un emploi ou de retourner à l'emploi. On voit les chiffres ici, hein, c'est assez impressionnant. Depuis 2018, ils ont formé plus de 2400 personnes et toutes ces personnes-là, vous pouvez les retrouver sur le Discord d'Alira et ça vous permet, en plus de ces opportunités de formation et d'emploi, eh bien, d'avoir accès à un réseau massif de professionnels, d'anciens élèves ou même des élèves en cours d'ailleurs, pour voilà, recruter vos développeurs de demain, un consultant ou même un associé pour votre projet. Donc, ils sont accompagnés pour cela d'une équipe pluridisciplinaire qu'on connaît bien dans l'émission. Évidemment, on a Daniel qui vient souvent ici, mais on a aussi les formateurs comme Gaëtan, spécialisé de l'écosystème ETH. On a aussi Pascal, quelque part sa photo doit être là. Voilà, ici Pascal Talarida. Et puis tous les lundis matins, une interview avec un acteur majeur de l'écosystème. Et puis j'ai la chance effectivement d'animer chez eux eh bien, 2-3 formations, notamment liées au marketing Web3 et au personal branding. Voilà, donc si ça vous intéresse, sachez qu'Alira vous offre 100 € de remise sur l'ensemble de ces formations. Et pour ça, voilà, il vous suffit simplement de prendre rendez-vous ici, là, sur le petit bouton et d'utiliser le code GRM100 que vous trouvez évidemment le lien et le code dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et je vous mets ici dans les commentaires, bien sûr. Voilà, prenez rendez-vous et puis intéressez-vous à votre formation de demain. Ça vous permettra, pourquoi pas, voilà, de nous rejoindre dans cet écosystème passionnant et innovant. Alors, les amis, déjà, GM à tout le monde. N'oubliez pas hein, de partager le post Twitter. On est sur LinkedIn, vous pouvez taguer vos amis. Et puis, l'émission est interactive. Donc, tous les invités, vous pouvez à tout moment leur poser des questions. Vous pouvez donner votre avis sur les échanges qui s'y déroulent, etc. Voilà, n'oubliez pas, le but du jeu, c'est pas que moi et mon invité. Vous pouvez participer. Ne vous empêchez pas de le faire. Allez, c'est parti. Je vais recevoir mon invité du jour. On va passer une petite heure et demie ensemble et on va papoter sur plein de sujets. Salut mon Raphaël, comment tu vas? Salut Jérém, ben, ça va très bien et toi? Je vais très très bien. Très hypé d'être là. Très hypé. Écoute, ça me fait plaisir. Alors, ceux qui suivent l'émission ici te connaissent, hein, puisque à l'époque, tu venais régulièrement en tant que chroniqueur dans l'émission. J'étais très heureux de t'avoir. Et c'est vrai que je me suis dit il y a quelques semaines, mais on l'a jamais reçu en invité celui-là. Là. Et donc, je Non, t'ai proposé. on aura fait les deux parties. On aura fait l'avant Voilà, et l'après. bientôt tu vas prendre ma place, c'est ça. Va. Merci Raphaël, merci beaucoup.
Non, 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 j'ai pas la Non, bah, en prétention tout pour. cas, ça me fait très plaisir et surtout, on se rend compte, et moi, en étudiant un petit peu et en préparant cette émission, je me rends compte à 21 ans tout ce que tu as fait et tout ce que tu fais aujourd'hui. Et donc, ça va être très intéressant de revenir là-dessus. Euh, alors, Raph, d'abord, on va commencer, si tu veux bien, tout bêtement, mais c'est important. À quel âge, toi, Raph, tu t'es dit que tu avais envie de te lancer dans la finance ou dans la tech? Est-ce que c'est très jeune? Est-ce que tes parents étaient déjà dans ce secteur-là ou pas du tout? Revenons un peu en arrière. Non, du tout. Du tout, du tout. Mes parents sont infirmiers et infirmières, donc dans le monde médical, fonction publique, on va dire classe moyenne française. Et bah, mes parents sont un peu à l'inverse de moi sur cet aspect-là, même s'ils comprennent tout ce qui se passe, même si mon père a toute une part très geek. Par exemple, moi je suis donc né en 2003, en 2004-2005, il a installé une caméra qui allait jusque dans la salle de bain et il faisait Skype avec mes grands-parents qui habitaient à l'autre bout de la France à l'époque. Donc il était très geek. Il me faisait jouer à des jeux vidéo, on a découvert Minecraft ensemble, on a joué à FIFA, donc il y a eu tout un parcours tech. J'ai monté mon premier PC avec lui, je sais pas, à 8 ans, 10 ans. Donc déjà, j'ai commencé à baigner dans l'univers tech. Euh, et, euh, et je pense que ça m'a donné un peu cette passion pour la tech qui allait plus loin ensuite sur les parties financières. Et sinon, pour la partie commerce financier, moi, quand j'étais petit, déjà, je vendais des choses. Par exemple, tu sais, à l'école, il fallait vendre des porte-clés aux grands-parents, aux amis, etc. Et moi, en fait, ce que je faisais, c'est que j'allais voir mes grands-parents, je leur vendais le porte-clés, mais j'avais déjà rajouté en plus du prix sur le porte-clés. Par exemple, je sais pas, le porte-clés était à 5 euros, je le vendais 10 euros à mes grands-parents. Donc, du coup, je gardais 5. Il y avait déjà cette envie de vendre et d'aller discuter avec les plus grands et d'aller faire des choses avec les plus grands. Donc, c'est parti de là. Ça, c'était ma grand-mère qui me le rappelait il y a quelques mois. Elle me disait, ouais, tu te rappelles quand tu Déjà me à vendais. l'époque, tu prenais des profits sur tes proches. Bravo, Raphaël. Ça donne déjà une belle image. Non, mais c'est intéressant. Est-ce que tu dirais que tu t'es construit un peu justement à l'opposé de tes parents? Je te dis ça parce que moi, perso, pareil, mes parents, tu vois, classe très, très moyenne, genre très moyenne, genre maman nourrice agréée, papa ouvrier dans le bâtiment. Et en vrai, moi, je me suis toujours dit, j'ai pas envie de vivre comme ça, tu vois, me lever à 5 heures du mat, d'avoir des horaires, de rentrer le soir à 20 heures éclaté. Et effectivement, parfois, on peut se construire en opposition ou au contraire, on peut se construire avec ses parents. Toi, tu dirais que tu n'as jamais eu envie d'avoir un boulot normal ou pas? Non, alors déjà, je m'étais fait une presse, c'est de jamais bosser dans le médical, ça c'est sûr, parce que du coup, je voyais les heures que passaient mes parents au taf et puis surtout le retour qu'ils avaient. Enfin, c'est un métier particulier, mais c'est un métier où tu es dans le social, où tu engendres plein de responsabilités et où ton salaire dépassera pas les 3-5 par mois à la fin de ta carrière, quoi. Et donc, il y a toujours eu un peu cet aspect de me dire c'est pas juste, tu vois, ils font un métier comme par exemple un sales ou un mec produit dans une boîte a autant de responsabilités, voire beaucoup moins qu'eux, et au final, sur l'échelle, sur fonction publique, tout ça, ils sont moins payés. Donc déjà, il y a un peu cette idée-là. Moi, j'ai eu de la chance, c'est qu'on était classe moyenne, mais j'avais quand même des grands-parents dans le sud, des autres qui me faisaient voyager, qui nous faisaient faire plein de trucs, donc du coup, j'ai toujours très, très bien vécu. Mais il y a toujours eu cette idée en tête de briser les barrières, monter en classe sociale et de pouvoir faire tout ce que j'ai pas fait, même si j'ai fait un nombre de choses avec mes parents qui est assez extraordinaire, quoi. Ils m'ont tout donné, ils ont tout donné à ma sœur. Donc non, là-dessus, il y a eu vraiment cette idée de se dire, bon, c'est plus le reward, c'est plus leur sacrifice à eux qu'on va aller honorer, quoi. Ok, si on avance un peu, alors je sais pas exactement dans quel ordre, mais je vois, j'ai plusieurs choses que j'aimerais voir avec toi. La première fois que tu as découvert Bitcoin ou les cryptos, et en même temps tes premiers stages dans l'écosystème, j'allais dire Meria, parce qu'on a Ouais. Descoin, on a Tada, etc. Lequel arrive avant? Euh, Euh, les cryptos arrivent avant, les cryptos arrivent entre 15 et ok, 16 ans, ok. 2019. La petite histoire, c'est qu'en fait, moi, je vendais des sneakers en ligne à l'époque sur des Donc groupes attends, là on parle Facebook. de, Il n'y avait pas encore l'acheteur de. on parle des baskets, on parle pas des barres chocolatées Ouais, avec des cacahuètes.
Non, 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 on parle des sneakers Nike, Jordan. C'était principalement Nike, Jordan, le début des Yeezy aussi, avec Kanye West, Adidas. Et en fait, à l'époque, Vinted n'était pas aussi démocratisé que ce qu'on a aujourd'hui. Et le seul moyen de revendre qu'on avait vraiment, c'était les groupes Facebook de passionnés. Et en fait, je commence à 12, 13 ans. 13 ans. Et en fait, je commence vite à amasser 3 4 000 euros de revente de sneakers, parti de rien. Et sauf que Vinted sort, et là, ça devient un enfer parce que tout le monde peut le faire. Nike met une application en place où tu peux aller chercher ta paire, alors qu'avant, tu devais faire la queue, tu devais t'enregistrer, etc. Donc, Nike met l'application Nike qui permet, sneakers, qui permet d'aller faire des concours pour avoir le droit de l'acheter. Vinted arrive, donc le process devient hyper simple et tout le monde peut le faire. Il faut juste un peu de jugeote et tu achètes. Et en fait, concrètement, l'année de mes 15-16 ans, en l'espace de 2 ans, j'ai fait 3 4 000 euros et là, je fais même pas 1 000 euros. Et là, je me dis, bon, il va falloir trouver un autre truc. Et là, j'entends parler de Ethereum à l'époque par un de mes oncles, un repas de famille. Et peut-être le soir même, je tombe sur une vidéo d'Owen qui explique comment acheter ses premières cryptos. Et là, il me faut quoi? Il me faut 2 semaines, le temps de recevoir la ledger, le temps d'agréger les fonds, de faire les virements, et je pars avec mon premier bag Bitcoin ETH. Quoi. Donc ça, c'est vraiment le Ok, tout je début. vois. Et après, ça vivote pendant 2 ans. Donc 2019-2021. Où Donc là, on est clairement en plein bear market, quoi. Donc ça vivote, Ouais. doucement, doucement. Ou est-ce que tu arrives quand même à trouver des petites opportunités sympas à ce moment-là? Non, 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 je trouve pas. Je me rappelle pas avoir fait de multiples ou de trucs comme ça, mais je sais juste que je rentre sur un Ether à 600 à peu près. Et sur un Bitcoin ce que j'ai acheté en plusieurs étapes sur Bitcoin, je crois que c'est entre 8 et 10, un truc comme ça. Et en fait, après, c'est juste, je découvre un peu l'écosystème. Je tombe sur les premiers Discord, je regarde quasiment toutes les vidéos d'Owen. Je découvre les premiers un peu créateurs de contenu. Je découvre aussi Twitter, réseau que j'avais jamais utilisé. Et voilà, en fait, je commence doucement. Je rentre pas très in dedans. On va dire que mes périodes lycée, puis en même temps, il y a confinement, Covid. Moi, j'étais un gamer, donc on tabassait pas mal les jeux vidéo avec les potes. Donc voilà, c'est un peu entre deux, mais je suis dedans. Tu vois. Okay. Je Et ne à ce suis pas moment-là, pleinement dedans, mais est-ce je que suis tu es dedans. déjà, t'es seul ou est-ce que tu as déjà des potes qui s'y intéressent? Non, 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 Ouais. je suis seul. Je suis seul. Là, je suis vraiment tout seul. Je suis au lycée. Euh, je connais personne qui a des cryptos, à part mon oncle, mais de mon âge qui a des cryptos. Quoi. C'est juste des mecs sur Internet. Là, c'est des Discord, c'est des Twitter, mais je connais personne physiquement. Et d'ailleurs, on se fout un peu de ma gueule parce que à l'époque, je parle à tous mes potes de Bitcoin. Et en fait, on a déjà un peu l'aura médiatique qu'on avait eu 2017. Donc les gens connaissaient Bitcoin. Mais c'est trop abstrait, nanani, nanana, c'est un Bah, rug, surtout que etc. Enfin, toutes les si phrases on qu'on rappelle habituellement. le contexte, si tu en avais parlé en 2017, à l'époque des ICO, etc., à l'époque c'était un peu hype, mais si tu en parles entre 2019 et 2022, concrètement, à ce moment-là, on est vraiment tout en bas. Donc, comment dire, tout s'est effondré, quoi. Donc, forcément, le grand public, entre guillemets, veut pas trop entendre parler des actifs qui baissent. Bon, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, j'imagine que certains doivent être un peu dégoûtés de ne pas t'avoir écouté. Mais bon, c'est le jeu. Ok, alors parlons justement de ces premiers stages, parce que j'ai découvert, je ne savais pas, tu étais passé justement chez Descoin et ensuite Tada, mais ça s'est fait un peu de façon concomitante, si je comprends bien. Bon, il faut savoir que toutes ces startups sont un peu au même endroit, donc j'imagine que tu passes un peu de l'un à l'autre. Raconte-nous un petit peu comment tu passes de je regarde les vidéos d'Owen à je vais aller bosser pour une des boîtes dont il est cofondateur et dans la boîte de son frère, voilà, très concrètement. Ouais. L'histoire, c'est que du coup, je connais Owen et je vois ce qu'il fait sur YouTube. Et je me dis, faut que j'aille bosser chez Just Mining à l'époque. Et là, je suis en première année d'études. J'étais en BUT technique de commercialisation à l'IUT de Valence. Et je me dis, j'ai envie d'aller faire un stage dans ces boîtes-là, ça m'intéresse vraiment, j'ai envie d'aller découvrir. Et la première chose, c'est que j'envoie des mails, à l'époque même, j'envoie un mail à Thibaut Boutroux, qui me répond et qui me dit, bah, écoute, pour le moment, nous, sur Just Mining, on ne cherche pas de stagiaire, mais merci de ta demande. Et quelques semaines après, je vais à un événement qui s'appelle le KBS à Paris, organisé par Cryptosphère. En fait, je voulais aller à la Paris Blockchain Week, parce
que je me dis, je vais rencontrer des acteurs. Sauf qu'il n'y avait plus de place student et les autres étaient 400 €, 500 €. À l'époque, je n'ai pas d'argent. Donc, je me dis, bon, tant pis. Et je tombe sur le KBS et je pensais que c'était aussi l'événement Paris Blockchain Week. J'y vais et là, je rencontre Thibaut en vrai, et Thibaut Boutroux, et je rencontre Julien Androdias, qui était à l'époque le. Ils ne savent pas, qui est le COO, cofondateur de Meria. Exactement. Et là, je rencontre aussi Julien Androdias, qui était à l'époque CEO de Descoin. Et en fait, je vais poser une question à Thibaut et Julien, qui eux sont des profils plus business, parce que là, à l'époque, il n'y a que des gars tech sur les événements crypto. On ne parle pas de marketing, on ne parle pas de finance. C'est vraiment que de la tech et de la DeFi. Et je vais leur demander comment, avec votre profil business, vous êtes rentré dans ce monde-là. Est-ce qu'il faut savoir coder? Est-ce qu'il faut être chaud en maths? Et donc, on discute pendant une petite vingtaine de minutes. Le courant passe super bien. Et je me dis, à la fin de cet événement, je vais travailler dans cet écosystème, c'est sûr. Et donc, je cherche, j'envoie plein de demandes à plein de boîtes FR à l'époque. Je prends pas mal de refus ou pas mal de réponses. Et là, je tombe sur LinkedIn et je tombe sur Marvin Skerinjala, qui bosse à l'époque chez Descoin et qui a fait exactement le même IUT que moi, qui a eu les mêmes profs que moi. Et je me dis, c'est une aubaine, on a fait le même parcours. Et je lui envoie un message et je lui dis, tu veux que je me déconnecte maintenant? En fait, ouais, on a dans les commentaires, et moi je commence à le voir maintenant, qu'on a, voilà, on a un lag entre l'image et la voix. Donc, si on t'écoute seulement, c'est top. Par contre, si on veut te voir, c'est plus compliqué. Essaye de te mettre en Wi-Fi ou en partage de co, je sais pas, pour essayer de donner le. Ouais, je suis en partage. Je vais me Allez, reconnecter. On va tester. À tout de suite, Raph. Bon, désolé pour ce petit problème technique. D'ailleurs, avec Raphaël, on va en parler, mais là, je crois savoir qu'il est à Solana Building Mansion, qui est un événement qui est organisé par Solana, par Super Team France. Vous pouvez aller voir sur leur compte Twitter. Ils ont publié hier un teaser de l'événement. C'est assez exceptionnel. Moi, je soutiens particulièrement cette initiative. L'idée, c'est de réunir des builders. Ils sont, je sais pas, 20, une trentaine de builders dans une maison avec piscine, tout ça. Raphaël va nous en parler. Et donc, est-ce que c'est mieux? Moi, ça m'a l'air bien. On va voir dans les commentaires. Parle, compte jusqu'à 1000. 1, 2, 3. Ça peut être long. Non, mais c'est bon, là, je suis en partage, donc normalement, ça devrait être. Ça a l'air beaucoup mieux. Merci, Raphaël. Le truc, c'est qu'on est 40 sur la Wi-Fi, là, donc des fois, ça doit sauter un peu. Alors justement, je vais te laisser terminer sur comment tu découvres justement ces startups. Ensuite, tu vas nous dire où tu es, parce que évidemment, ça va être intéressant de parler de cette initiative Super Team à laquelle tu participes avec Max. Mais d'abord, je te laisse terminer concernant ta rencontre avec justement donc Descoin et enfin avec donc comment il s'appelle Orio, je ne sais plus son nom. Julien. Voilà, Julien, donc CEO de Descoin, avec Thibaut, donc CEO de Meria. Et comment tu trouves ton premier stage chez Descoin? C'est ça la question. Ouais, donc entre-temps, je rencontre Marvin, on échange. Juste, c'était un échange entre Marvin, voilà, c'est ça. Deux étudiants, lui qui était en fin d'études, moi qui étais en début d'études. On a un lien qui nous rapproche, qui est nos écoles. Et donc, je l'appelle, il est sur une île en Colombie. Et il me dit, écoute, ça tombe bien, Descoin cherche un stagiaire. Écoute, tu me fais une note vocale, je l'envoie à Julien et je te dis ce qu'on peut faire. Donc, je fais une note vocale, je me présente, je redis à Julien qu'on s'est rencontrés, Julien se rappelle de moi. Et là, il me dit, bah vas-y, feu. Moi-même, ce que je leur propose à l'époque, parce que Descoin vient de commencer, il y a eu le bear market, c'est pas la erreur. Et moi, je dis, il y avait une chose que j'étais persuadé, c'était que faire des stages, ça équivaut à une expérience hyper enrichissante et ça t'ouvre plein de portes. Et à l'époque, je préfère investir en moi et je leur dis, je viens faire un stage gratuit chez vous, j'ai tellement envie de bosser chez vous, je viens gratos. Et il me dit, bah vas-y, go. Et là, donc, c'est parti, je pars pour le mois d'été. Donc, j'ai fait juin, juillet, août chez Descoin pendant 3 mois en immersion complète. Pour la petite anecdote, même mon école à l'époque ne voulait pas me faire une je ne sais plus comment ça s'appelle, tu sais, le papier qui atteste que tu es en stage. La convention de stage. Une convention, exactement. Et ils voulaient me faire que 4 semaines. Moi, je voulais absolument faire les 12 que j'allais faire.
Donc, en fait, j'ai fait une première convention avec l'IUT. Ensuite, je suis allé voir le centre de ma région en Ardèche qui permet en fait aux jeunes en reconversion de faire des stages en immersion. Je leur dis voilà, je vais arrêter l'école, j'ai trouvé plein de combines et ils m'ont fait les 8 autres semaines. Et donc voilà comment c'est parti. Et après, je suis en immersion complète et en arrivant là-bas, je sais à ce moment-là que je vais travailler dans le Web3 pour au moins les 10 prochaines années, quoi. C'est impressionnant. C'est pas la première fois qu'on a un retour comme celui-ci de personnes dans l'émission ou même des personnes qu'on rencontre et qui ont fait un stage dans une de ces boîtes, qui ont rencontré à un moment donné une de ces personnes. Et c'est impressionnant cet incubateur, pas seulement de start-up, mais aussi d'humains, de fondateurs, d'entrepreneurs qui sont passés par ça. Et c'est vrai que ça a inspiré, j'allais dire, une bonne partie de l'écosystème CTFR, que ce soit par les vidéos de Wen, que ce soit par des personnes qui sont parties travailler là-bas pendant 2 semaines ou pendant 2 ans, peu importe, mais en tout cas, tu baignes dans cet écosystème. Et ce qui est fou, c'est que tout ça, c'est à Metz. Donc voilà, c'est pas non plus et pourtant, ils ont réussi à faire de cette région un des étendards, entre guillemets, de la blockchain. Et complètement. Et d'ailleurs, à ce titre-là, est-ce que tu seras le 28 à Metz? Je crois qu'ils organisent un événement à Metz, au stade de Metz, toute l'après-midi, un samedi, tout un tas d'ateliers de masterclass, et c'est co-organisé avec justement l'écosystème Meria, mais aussi CryptoStone, etc. J'y serai pour le coup. Donc non, toi, tu y seras pas? Non, malheureusement, il y a Cannes qui arrive juste après, il y a Et Hit Cannes et j'ai un impératif ce week-end, donc je pourrais pas être là malheureusement, mais c'est vrai que tu as raison, hein. Moi, Metz, c'est devenu un peu la ville de cœur parce que quand on se dit Metz, on essaie de placer Metz sur une carte. Déjà, il y en a plein qui ne le placent pas et on se dit: «Ouais, c'est une ville hyper industrielle, ville dortoir» et alors qu'en fait, c'est super sympa. Moi, la première année même, j'étais au Luxembourg. Je faisais l'inverse des frontaliers, je dormais chez mon oncle au Luxembourg et je faisais 2 heures de train tous les jours, aller-retour pour vraiment aller taffer. motivé, quoi. Ouais, mais c'était en fait, tu arrives dans des bureaux, c'est une telle énergie. En plus, j'avais un poste vraiment couteau suisse où je touchais à tout. Donc tu as 18 ans, c'est incroyable, quoi. Et puis, bah, tu as tout le monde qui t'accompagne, tout le monde est bienveillant. Je pense que c'est toujours la même chose dans toutes les boîtes, crypto françaises maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, l'écosystème était très petit. Donc des gars qui en voulaient, il y en avait pas beaucoup et tu t'intégrais très vite. Moi, tu sais, avec mon caractère et ma personnalité, je m'intègre aussi très vite et je me rappellerai toujours de Marvin qui me fait faire le tour des bureaux et en fait, j'entends la voix d'Owen et c'est comme quand vous rencontrez une célébrité, vous connaissez sa voix, vous avez l'impression de le connaître, mais vous ne l'avez jamais vu. Et ben ça, je m'en rappellerai toujours, par exemple. Non, mais c'est vrai que ça forme en tout cas, et ça forge, et surtout ça forge des relations et des amitiés qui vont durer pendant très longtemps. C'est ça aussi, j'imagine, le but. Et comme la plupart de ces personnes sont encore là et build et ont des réseaux, etc., c'est vrai que c'est une porte d'entrée royale, j'allais dire, dans l'écosystème. Allez, revenons un petit peu on va revenir dans le présent. Donc là, raconte-nous un petit peu où tu es. J'en ai parlé là pendant que tu nous as rapidement quittés. Parle-nous un petit peu de là où tu es aujourd'hui. Donc là, ouais, on est à Paris, on est au nord de Paris avec la super team Solana, qui est en fait la communauté qui gère l'écosystème Solana et qui promeut l'écosystème Solana en France. Donc c'est une asso de mémoire. Et en fait, depuis un an, là, ils ont tout juste un an, là, le 19, ce sera leur anniversaire. Et ils font plein d'actions pour permettre aux jeunes, aux plus vieux, en fait, à toute population qui a envie de découvrir Solana, de le découvrir de plus ou moins manière, que ce soit des événements, des workshops, etc. Et là, ils se sont dit, pendant 3 semaines, on va réunir des projets, des builders. Il y a la possibilité aussi des builders. À chaque jour, il y a des bus qui partent de Paris pour faire venir des gens. Et on va créer ce qu'on appelle une cohorte. J'en avais jamais vu en France de mémoire de ce format-là. Et donc là, concrètement, on est une vingtaine de projets, une quarantaine de builders, tous avec des parcours différents, des anglophones, des français. Et en fait, le but, c'est qu'on est logé, nourri, blanchi, et c'est qu'on travaille ensemble et qu'on crée des synergies ensemble. Là, pour moi, on est sur le high level du network parce que, en fait, nous, on est arrivé le premier jour. Il y a une boîte qui s'appelle Kickflips avec qui on a directement connecté parce que, en fait, on se baigne ensemble, on fait du sport ensemble, on mange ensemble, on discute ensemble, mais c'est pas juste on parle du taf sur un instant T, c'est on parle tout le temps de projets, tout le temps de choses et c'est assez incroyable. Et donc là, ouais, je suis dans ma chambre. En plus, c'est high level, quoi. La maison est incroyable.
Donc, ça aide tellement. C'est assez ouf ce qu'ils ont réussi à créer en France et très, très heureux de participer. Je fais d'ailleurs un big up à Arthur et Arnaud qui organisent ça parce qu'ils sont 2 à organiser ça. C'est un taf monstre et c'est assez exceptionnel. Ouais, non, c'est vrai. On reçoit régulièrement Arthur dans l'émission et c'est vrai qu'on soutient vraiment cette initiative. Et je pense, comme je l'ai dit hier sur mon compte X, hein, effectivement, que ça doit être une initiative qui doit être suivie en fait par tous les écosystèmes. C'est-à-dire que si vous souhaitez créer vraiment des écosystèmes de développeurs, d'entrepreneurs et un écosystème qui soit lié, il n'y a pas d'autre solution que de pénétrer localement les communautés. Et là, en l'occurrence, Super Team, c'est exactement ça. Ils viennent dans un pays, ils prennent leur temps, ils organisent des événements, ils créent des liens. En tout cas, ils mettent à disposition les moyens qui permettent aux liens de se tisser. Et après, voilà, le frottement de cerveau, le jeu de network et finalement cet effet de réseau fait qu'il en résulte des résultats qui sont juste exceptionnels. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Big up à l'équipe de Super Team et notamment Arthur. C'est vraiment Et fort. pour ceux qui veulent découvrir, il reste encore des jours là où il y a les navettes qui partent d'Opéra le matin à midi. Venez, mais que vous connaissez rien ou vous connaissez plein de choses sur la crypto et le blockchain. Moi, j'ai par exemple, si je me revois moi à 18 ans, c'est typiquement le genre d'événement où il faut aller parce que là, il y a des boîtes qui cherchent des stagiaires, il y a des boîtes qui cherchent des associés, ils cherchent des CTO, des CPO, tout ce que vous voulez. Et en fait, on est dans un univers où peu importe ce que tu as sur ton CV, si tu es bon et si tu as envie, let's go, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. Alors revenons un peu sur ton parcours. Donc on a parlé de Descoin. Donc Descoin, on rappelle, hein, c'est un broker qui permet d'acheter des cryptos de façon très facile, hein, disons. Et puis ensuite, tu rejoins Tada. J'imagine que ça ne devait pas être très loin à l'époque. Et donc Tada, qui est un projet que l'on connaît bien, parce que bien sûr, on est bien impliqué dans l'écosystème Multiversix. Donc Tada, on rappelle, hein, fondé par le frère d'Owen, donc William, qu'on a croisé d'ailleurs à Proof of Talk, et qui crée en fait une app qui permet en gros hein, de générer de la data et de la qualifier. Et tu bosses aussi, je crois, chez Vivoca, qui est sa boîte Web 2. Donc voilà, donc tu bosses vraiment dans cet écosystème un peu IA. En fait, à l'époque, Tada est encore secret. Ça fait concrètement, quand j'arrive chez Descoin, j'ai le premier pitch de Tada, qui est encore qu'une idée. Il n'y a que William qui présente l'idée. Et en fait, je reviens un peu plus d'un an et demi après, pour moi, mon deuxième stage de deuxième année. Et puis les connexions se sont fait. Vivoca, Just Mining et Descoin sont dans les mêmes bureaux. Et les connexions se font très vite. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque où je rentre en stage, le projet est encore secret. Donc, c'est pour ça que je rentre sous Vivoca, parce que du coup, Tada répondait à un des problèmes de Vivoca et ça n'avait pas été encore annoncé au public. Et on build vraiment en secret. Et là, je tombe d'ailleurs avec Alexandre Copper, grosse dédicace à lui, qui m'a appris énormément de choses en BD. Et là, on fait vraiment du pur BD. Du BD sur des boîtes AI, sur des boîtes Web 2. On parle de business développement. Ouais. Complètement. Donc, clairement, c'est chercher des clients potentiels, exactement. Démarcher, étudier le marché, faire les propositions, générer des leads, essayer de closer des deals, etc. Et là, c'est hyper enrichissant parce que pendant 6 mois, on fait que ça. Et moi, je monte en compétences, c'est exponentiel, quoi. Puis surtout quand tu es avec des gars qui sont, je vais pas dire, c'est vrai, qui sont des cracks dans leur domaine, quoi, et qui savent transmettre, ça va tellement vite. Et on balaye un nombre de prospects, que ce soit de l'Indien, du Nord-Américain, Sud-Américain, Africain, enfin vraiment toutes les nationalités possibles et ça va très vite, quoi. Ouais, non, mais j'imagine. Donc, ok. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est ça, donc cette entrée en matière dans le monde de l'IA, qui va demain te donner envie toi-même de te lancer, ou en vérité pas du tout, puisque ça se fera un peu plus tard avec l'arrivée de la hype des agents IA. Mais est-ce que quand même ça c'est né un peu là-bas ou vraiment pas du tout? Non, parce qu'en fait, moi, c'est assez abstrait ce que je veux dire, mais je considère qu'on est très, très peu. Moi, en réalité, je fais pas vraiment de l'AI. On travaille avec des produits AI, mais pour moi, j'ai vu comment les mecs chez Vivoca bossaient, que ce soit les CTO, que ce soit les techs, eux, ils font vraiment de l'AI et ils le font de façon très précise et ils montent des MLM, ils montent des vrais SDK
c'est des software development kits. Enfin, eux, c'est vraiment leur métier. Nous, on utilise ces technologies-là, mais de dire à ce qu'on crée des choses comme ChatGPT, etc., on est des users, mais on n'est pas ceux qui les créent. On les utilise à notre service. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque, il y a ChatGPT qui commence à arriver entre mes 2 stages, en fait. Et moi, dès que ChatGPT sort, c'est vraiment, je me dis, c'est le truc qu'il faut que je ponce parce que faut savoir que je suis dyslexique, dyspraxique, dysorthographique. Et en fait, ChatGPT répond à un de mes problèmes que j'ai depuis 20 ans, quoi. Et je me dis, ça va être, ma mère me prenait souvent l'image, la métaphore de la béquille. Je dis, ça va être ma béquille, quoi. Et donc, vraiment, au tout début, je le ponce et j'essaye d'apprendre un maximum de choses. C'est ça qui me fait vraiment rentrer dans l'IA. Ah, tu vois, je savais pas. Ok, d'accord. Ouais, donc effectivement, c'est vrai que ChatGPT, c'est évidemment un outil qui nous permet de gagner un temps considérable, qui nous permet de même de produire un contenu qui est certainement meilleur que celui qu'on aurait produit par nous-mêmes dans un temps largement inférieur. Il permet d'automatiser aussi un certain nombre de choses. Et à côté de ça, il permet, ouais, c'est intéressant de voir ce prisme-là pour ceux qui ont des difficultés à compter, à écrire. Et effectivement, c'est intéressant, je ne savais pas. Ça t'a posé des soucis, toi, à l'école et tout ça, ou ça va? Parce que moi, je connais des jeunes qui sont dyslexiques, etc. Voilà, il faut un accompagnement, ça peut créer un retard, ça peut même créer Ah un bah, complexe. j'ai eu un accompagnement. Ma mère s'est battue pour que j'ai mes aides et mes accompagnements de mes 6 ans à mes 18 ans, 19 ans. En fait, quand je suis arrivé à l'université, toutes les aides étaient commis d'office parce que c'était la loi et les universités devaient respecter la loi. Le truc, c'est qu'au collège, lycée, ils font un peu comme ils veulent. Et vu qu'en fait, derrière, c'est de l'argent, parce que c'est des moyens humains, c'est des moyens techniques, et ben en fait, il y a toujours cette friction-là entre les profs qui veulent pas comprendre et qui ont pas envie de comprendre. Il y a toujours cette friction-là. Et ma mère s'est toujours battue pour que en fait, parce que concrètement, des fois, on disait, bah ouais, c'est juste un cancre, il bosse pas, alors qu'en fait, il y avait le potentiel derrière. Donc, non, il y a eu beaucoup de friction. Mais si c'était à refaire, je dis toujours, je refais exactement le même parcours. Avec toutes les aides, avec toutes les galères, parce que j'ai eu des galères à 11 ans, à 12 ans, le stress de savoir si tu vas avoir ton aide qui va être mis en place pour ton examen, aller revoir les profs à chaque cours pour leur redire, pour leur répéter, pour bien qu'ils impriment. En fait, c'est concrètement tout ce que tu as dans le monde du travail, mais je l'ai eu avant. Donc, ça te force une résilience, quoi. Et de toujours se dire, c'est pas un long fleuve tranquille. Et le jour où tu as tes premières grosses galères, bah, c'est en mode, ouais, ok, bah, une de plus, allez, on la surmonte comme on a surmonté les autres, quoi. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Moi, j'aime bien cette résilience et surtout cette capacité à pas se poser en victime parce qu'on a une difficulté ou un handicap, mais au contraire, derrière, d'être capable de surmonter, d'en faire une force. Donc, très bien, franchement, GG. Et puis, j'en doute que c'est aussi pour ça, aujourd'hui, qu'à 21 ans, tu as entrepris autant de choses, certaines avec succès, d'autres peut-être un peu moins, on va y revenir, mais en tout cas, de continuer toujours à avancer. Parlons un petit peu de AGF gestion privée. Donc, je ne sais pas si tu bosses encore là-bas, mais donc c'est un cabinet de gestion de patrimoine avec une partie crypto, notamment le fondateur Florent qu'on a reçu dans l'émission, qui est j'allais dire, un vrai dégène de la gestion de pat. Donc, il a les deux. Il a le côté un peu normal de la gestion de pat, mais à côté de ça, il aime bien les cryptos et tout ce que ça apporte. Comment tu trouves ce stage et qu'est-ce que ça t'apporte dans ton parcours de bosser dans un family office? Alors, ouais, je travaille toujours pour AJF. Et comment je le trouve, c'est que, bon, je baignais dans cet écosystème Meria à l'époque, bon, Just Mining, Descoin. Et en fait, je voyais que Just Mining commençait les mandats sous gestion. Donc, ça veut dire qu'en fait, les clients autorisaient Just Mining à gérer leurs fonds et à leur préparer des allocations, etc. Mais ils étaient très limités par l'AMF et par ce qu'ils pouvaient faire, même leur capacité à pouvoir le faire à l'époque. Et je me dis, ah, ça serait marrant de pouvoir faire tout le process, en fait, de pouvoir vraiment accompagner le client de A à Z. Parce que moi, des fois, j'avais des clients au téléphone et j'étais frustré de ne pas pouvoir leur dire, bah, ouais, là, c'est une connerie d'acheter, de mettre toutes tes économies sur Bitcoin, quoi. On faisait des disclaimers, mais on ne pouvait pas leur dire concrètement, ne le fais pas ou fais-le. C'est ça qui me pousse, en fait, à aller explorer un peu cet univers-là. Donc, je fais plein de demandes. Et sur la première édition de Proof of Talk, par un pur hasard, je me retrouve au restaurant avec plein de founders et il y avait Florent.
Et en fait, ça connecte direct de par le fait que déjà, on soit lyonnais tous les deux. Donc déjà, nous, il faut savoir que les Lyonnais, on est très chauvins et on est très fiers de notre ville. Donc ça crée une connexion un peu normale. Et je lui dis à l'époque, je lui dis, bah écoute, moi je cherche du taf là pour mon alternance de troisième année. Est-ce que tu recrutes? Et à l'époque, il me dit, bah on recrute pas parce qu'il pensait que j'étais un senior. Et, euh, et je lui dis, non mais c'est une alternance. Il me dit, ah mais c'est une alternance, bah let's go. Et ça part comme ça. Et après, il prend sous son aile là, depuis 2 ans sur plein de sujets, que ce soit le family office. Donc, pour recentrer un family office, nous, on accompagne des familles sur la gestion de leur patrimoine, mais pas que. Il y a tout ce qui va être protection de la famille au terme légal, mais aussi, on va dire, physique. Tout ce qui est gestion du patrimoine, donc comment on planifie le patrimoine sur différentes années, et tout ce qui va être transmission, donc comment on va gérer l'héritage, etc., pour qu'en fait, il y ait une vraie continuité. Souvent, dans le family office, on n'a pas juste un client, on a souvent le grand-père, la grand-mère, les enfants, les petits-enfants. Et en fait, le but, c'est d'avoir un rayon d'action hyper large pour être efficient au maximum sur cette gestion-là. Donc, en fait, ouais, c'est des enjeux qui sont de toute la vie de la famille, c'est-à-dire aussi bien la naissance, la gestion de patrimoine, la préparation de la retraite, la succession. Enfin, c'est vraiment faire en sorte d'optimiser que ce soit les rendements et la fiscalité. Hein. C'est les deux enjeux, je crois, les plus intéressants pour ces familles. Ok, très cool. Et toi, tu fais quoi là-bas? Et surtout, comment tu arrives à trouver du temps pour bosser chez AJF, alors qu'à côté, tu fais plein d'autres choses. On y reviendra chez Cryptosphère ou aussi dans l'automatisation de contenu. Alors, moi, au début, ce que je faisais, c'est que déjà, j'ai appris le métier avec eux, que ça soit avec Florent, mais derrière, il y a aussi Andrea, il y a Jonah, il y a Laurine, ils sont 4 associés. Et en fait, ils m'ont tout simplement appris le métier. J'ai été énormément avec eux, que ça soit sur la gestion du portefeuille pur, la gestion des actifs et toute la partie commerciale. Et après, on a rapidement vu que moi, ma spécialité, c'était quand même le développement commercial et d'aller chercher des clients et d'aller développer cette partie-là. Donc après, je me suis vraiment axé avec Florent sur cette partie de développement commercial et j'ai pris avec lui la partie Web3 parce que nous, la majorité de nos clients sont soit des chefs d'entreprise, soit des PPE, donc c'est des personnes politiquement exposées, soit des chefs d'entreprise tech et Web3. Et donc eux, en fait, on va les aider à diversifier leur patrimoine. Donc là, moi, ma mission principale, c'était de trouver de nouveaux clients et d'avoir des synergies avec eux pour aller vraiment travailler sur des choses concrètes. Et ça, du coup, je fais ça depuis 1 an. Et comment alors on concilie tout ça? Faut savoir que vu qu'on gravite tous dans le même écosystème, il y a plein de liens qui se font entre eux. Par exemple, je vais rencontrer un fondeur à un événement Cryptosphère. Je vais avoir la possibilité de le connecter avec AJF parce que ce fondeur-là, il peut avoir des problématiques de fiscalité, d'investissement, de diversification. Et donc, c'était un des plans d'action qu'on avait avec Florent aussi, parce que j'ai travaillé sur l'accélérateur de Cryptosphère. C'était en fait d'aller chercher les fondeurs à la base, de les accompagner au début de leur ascension pour justement être efficient au maximum et poser les bases dès le début. Donc ça faisait partie de notre stratégie. On a eu plein de stratégies d'acquisition comme ça, mais c'est en fait faire recouper les différentes activités. Et Florent, il faut savoir qu'il travaille de cette manière-là aussi, c'est mettre ses employés et ses collègues dans les bonnes positions, dans les bonnes conditions pour qu'en fait, on soit efficient au maximum. Et c'est pour ça qu'on travaille vraiment en silo et on va pousser vers les portes où on peut activer tout ça. Moi, mon gros point fort, c'est le network, c'est de connecter avec les gens, c'est de faire des synergies entre eux. Et donc, on a vraiment poussé sur cette partie-là, plus couplé à de l'événementiel, plus des actions à droite, à gauche, qui font qu'en fait, on a un super package où on n'est pas juste un family office classique qui va voir les clients de la même manière qu'une banque privée le fait et que d'autres confrères pourraient le faire. C'est je t'envoie un message sur LinkedIn, on se connecte par mail où il y a une intro et puis terminé, on est passif. Nous, l'idée, c'est qu'on va sourcer directement les gens, on va sourcer surtout leurs problèmes et après, on va essayer de monter les solutions qui en conviennent. Et c'est quoi les problématiques les plus rencontrées par les fondateurs, justement, et sur quoi intervient le plus AJF? Et ça va nous donner peut-être une idée aussi de l'écosystème entrepreneurial crypto en France, puisque c'est celui-ci, j'imagine, que tu networks en premier. Oui, complètement. La première, je dirais, et c'est mon problème à moi aussi, c'est qu'on est surexposé à la crypto. Donc, par exemple, un founder, j'avais la stat, mais on est à plus de 90% exposé aux cryptoactifs
pas forcément qu'en spot ou en feature. Pour moi, quand vous avez de l'equity qui dépend d'une boîte crypto, vous êtes exposé aux crypto-actifs, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Ils se disent, ouais, on a des actifs traditionnels comme de l'equity. Au final, le sous-jacent, c'est la crypto. Donc ça, déjà, c'était le premier problème. Mais malheureusement, il y a 2 ans, parce que j'ai commencé il y a 2 ans, tous les fondeurs n'en avaient pas conscience. C'était en mode, écoute, on fait beaucoup d'argent en crypto, ça marche en crypto, pour le moment, on continue en crypto. Ce qui a tendance à réellement changer, qui plus est depuis quelques mois, parce que les gens commencent vraiment à se rendre compte que, rien que ce soit avec ces questions d'enlèvement, la crypto, c'est un sujet sensible, mais ton actif, il a du coup une surexposition à quelque actif il soit, ça te met en danger toi, tes proches, ta famille, mais aussi ta société. Donc ça, il y avait une vraie prise de conscience, ça c'était le vrai premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'en fait, on était opposé à un problème on va dire, que l'écosystème n'était pas compris par les institutionnels. Maintenant, c'est de moins en moins le cas. On voit énormément d'institutionnels se mettre à proposer des vrais produits, des vraies solutions. Je pense notamment au Crédit Lombard Crypto, qui répond à énormément de problématiques parce que concrètement, je me retrouve avec 10 millions de cryptos, mais je suis dans l'incapacité d'aller contracter un prêt parce que ma banque ne reconnaît pas mes assets. Et ça, c'était un vrai problème parce qu'aujourd'hui, on a des gars qui étaient millionnaires. On a des clients comme ça qui sont millionnaires, mais qui vivent dans un 40 mètres carrés à Paris et qui n'ont pas la possibilité de faire valoir à la banque, qui n'avaient pas la possibilité de faire valoir ça à la banque. Donc, c'était un vrai problème. Et maintenant, on commence à avoir les solutions qui se construisent de plus en plus et qui sont de mieux en mieux présentées, structurées et proposées aux clients. Donc ça, c'est un vrai plus. Ouais, c'est très récent, ce Crédit Lombard. On en entend d'ailleurs énormément parler. Et c'est tout récent, puisque c'est depuis, je crois, le 30 avril que désormais, il est possible de nantir ces cryptos pour générer, libérer des liquidités et avoir accès au crédit. Et en fait, si les gens, parce que ceux qui nous écoutent peuvent se dire, si tu as 10 millions de crypto, tu n'as qu'à les vendre et récupérer des euros et après derrière. Mais en fait, le problème, c'est quand tu vends de la crypto, c'est générateur d'impôts et certains veulent rester exposés aux cryptos sans être exposés à la fiscalité et pour autant faire valoir pour emprunter. Et ça, c'est ce que font par exemple les chefs d'entreprise. Ils vont nantir leurs actions, ils vont pas les vendre, tu vois. Et à côté de ça, ils vont quand même emprunter grâce à ça. Donc ça, désormais, c'est possible depuis le 30 avril dernier. Et c'est vrai que ça ouvre la voie à des montages financiers qui sont traditionnels, qui sont très classiques dans la gestion de patrimoine traditionnelle. Et que maintenant, enfin, les cryptos peuvent être nantis. Nantis, pour ceux qui nous écoutent, c'est comme une hypothèque pour une maison, mais pour un actif financier. Ok, donc je vois. Et alors, les fondateurs crypto que tu rencontres, on en est où de la volonté de continuer en France contre la volonté peut-être de s'expatrier compte tenu des problèmes évidemment de fiscalité, des problèmes de réglementation et peut-être plus récemment aussi des problèmes de sécurité. Est-ce que ça, c'est un truc que tu entends de plus en plus ou pas ? Ouais, faut savoir que le family office, en fait, il a un peu ce rôle de chef d'orchestre dans ton patrimoine. Je m'explique, c'est qu'aujourd'hui, on n'en a pas forcément conscience, mais quand on commence à avoir de gros patrimoines, de gros revenus, donc de grosses fiscalités et aussi beaucoup de choses à gérer, ça devient quasiment un travail à plein temps. Donc, il faut coordonner avec les avocats, les experts comptables, les notaires, tous les différents en fait, conseillers du chef d'entreprise. Et en fait, le family office, il se met vraiment au point central au milieu et coordonne tout le monde. Et aussi, il va permettre de donner son avis si, par exemple, tu as un avocat qui te fait quelque chose qui n'est pas forcément utile. Donc, on joue vraiment ce rôle. Et il faut dire que là, depuis tous les malheureux enlèvements qu'on a en France et cette recrudescence de criminalité, c'est vrai qu'on a énormément de demandes d'expatriation, non pas tant pour un aspect fiscal, mais surtout pour un aspect sécuritaire, parce qu'on se retrouve avec des fondeurs qui ont peur. Qui ont peur qu'en France, demain, du jour au lendemain, leur femme se fasse kidnapper, leur enfant se fasse kidnapper. Même un des cas souvent qu'on écarte, mais c'est aujourd'hui, mettons, j'ai 10 salariés, il y a un salarié qui arrive au bureau le matin et qui me dit Raph, il y a ma femme qui est séquestrée, on me demande 50 000 balles. Moi, je suis chef d'entreprise, c'est un de mes meilleurs employés, mais je ne réfléchis même pas à envoyer les 50 000 balles. Donc, c'est vrai que ça touche tellement de rayons qu'il y a cette peur qui s'est installée. Et nous, c'est une des demandes qu'on a eu énormément là. Depuis 2 mois, les demandes d'expatriation ont explosé. Et vraiment pas pour le côté fiscal. Parce que si ça avait été pour le côté fiscal, ces chefs d'entreprise-là l'auraient déjà fait depuis bien longtemps. Là, c'est vraiment sur le côté sécuritaire et c'est triste.
C'est triste. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et ça, c'est un truc dont on discute dans l'émission depuis des mois, évidemment. Et c'est vrai que, d'ailleurs, on va recevoir bientôt, comment il s'appelle? De Froissart. J'ai oublié son prénom. J'espère qu'il m'en voudra pas. Louis-Alexandre de Froissart, qui est aussi dans la gestion de patrimoine avec une appétence à Bitcoin et aux cryptos. Et je me rappelle, on l'a reçu il y a un an et demi. Donc à l'époque, il n'y avait pas ces sujets de sécurité autant. Et c'est vrai que je vois qu'il y a une évolution dans les motivations à l'expatriation. Il y a la réglementation, parce que depuis MiCA, je veux dire, à moins que tu aies levé 15 millions, c'est quasiment impossible d'obtenir un enregistrement. Et quand bien même tu as levé les sous, le délai avant d'obtenir justement cette classification MiCA Ready, elle prend des mois, elle te coûte une blinde et tout ça. La fiscalité, bon, elle n'a pas évolué pour le coup depuis quelques années, on est toujours sur la même chose, mais elle reste effectivement très élevée. Alors, ce n'est pas la plus élevée, hein, au Canada, c'est pire, hein, mais bon, elle est quand même assez élevée, notamment Alors, comparée à d'autres territoires. elle Ouais. est très élevée pour les chefs d'entreprise. Parce qu'il faut se Ouais. dire qu'un chef d'entreprise, il ne réfléchit pas en salaire. Sa boîte, souvent, elle lui appartient à 80-70%. Donc, en fait, l'argent qu'il y a dans sa boîte, concrètement, c'est son argent à lui. Et souvent, que ce soit les petits ou les gros entrepreneurs, la réflexion elle est la même. Je veux me sortir 2 000 euros. À la fin, ça va coûter quasiment 5 000. Enfin, les 4 004, 4 005. Ouais, mais ça, ce n'est pas lié au crypto, c'est ça que je veux dire. Non, non, non. Et ça, c'est lié au régime Ouais, fiscal classique d'un chef c'est d'entreprise normal. avec les Ouais. cotisations patronales, les charges sociales, etc. Mais je le répète, hein, ces demandes d'expatriation, elles ne sont pas dues à cette fiscalité parce que tous ces chefs d'entreprise ont leur boîte en France et sont fiers d'avoir leur boîte en Ouais, France. ouais. C'est vraiment, là, on parle de questions sécuritaires, famille, Non, mais etc. complètement, mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'autant la partie réglementaire, elle est devenue infecte, mais elle est de pire en pire en vérité depuis au moins 2020, 2020-2021. Au niveau fiscal, bon, effectivement, voilà, on connaît les problèmes en France de création et de captation de valeur. Et puis, il y a cet enjeu sécuritaire qui, d'ailleurs, je crois qu'il y a ce week-end encore, un influenceur TikTok suivi par 400 000 personnes a été enlevé dans le 91 par une bande de mecs, 3, je crois, pour une rançon, enfin, La de modique somme de 50 000 euros. 50 000, et ils se sont rendus compte finalement qu'ils ne les avaient pas. Et donc, finalement, ils l'ont relâché, mais avec, vous imaginez évidemment, le traumatisme associé. Pour l'instant, je crois qu'ils n'ont pas été retrouvés, mais on avait retrouvé en revanche le commanditaire des derniers crypto-rapts. Ils l'ont retrouvé au Maroc. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas encore d'extradition. Donc, on ne l'a pas encore sur le territoire français pour le juger. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. On le voit d'ailleurs dans les événements, etc. Certains ne viennent plus, d'autres voilà, viennent de façon discrète, d'autres viennent protégés par des gardes du corps. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas il y a Non, 3-4 ans. non, il y a 2 ans, Vitalik se baladait sans carte du corps. Et ce mec-là vaut des milliards. Qui Maintenant, ça? Ah, tu parles de j'ose Vitalik. même, ouais, j'ose même pas imaginer le nombre de gardes du corps qu'il doit avoir quand il vient en Europe. Parce que quand il va dans d'autres pays, on va pas les citer, il n'y a pas trop de problème. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, il y a peut-être une différence entre un Vitalik ou un Elon Musk qui pèse des centaines ou des millions, ou alors en l'occurrence des centaines de milliards pour ce qui est d'Elon Musk, qui eux, leur sécurité, on le sait, elle coûte des millions par an, etc. Avec des entrepreneurs ou même des créateurs de contenu dont la fortune varie entre 5 000 euros et peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions, tu vois. Donc là, on est sur des niveaux qui sont complètement incomparables avec ces Ouais, énormes complètement. fortunes qui sont habituées à payer de la sécurité et ça fait partie des charges de l'entreprise, etc. Et là, c'est ça la différence, c'est qu'aujourd'hui, la barrière à l'entrée avant d'être convoitée par ces organisations criminelles, elle a diminué de façon drastique. Tu vois, à l'époque, si tu n'avais pas un patrimoine affiché. Tu vois, le dernier exemple en date, c'est comment la star là, qui s'est faite homejacker, tu sais, comment elle s'appelle, la femme de Kanye West ou l'ex-femme. Ah, ouais, Bon, à Paris avec les bijoux là. voilà, exactement, comment elle s'appelle. Une J'y connais. Kardashian. Voilà, Kardashian à Paris qui se fait homejacker, rançonner les bijoux, les trucs et tout. Bon, là, tu as une organisation, mais là, tu vois, tu as un ROI, c'est dégueulasse ce que je veux dire, mais tu as un ROI qui est important. C'est-à-dire que tu vas dépenser pour organiser ton enlèvement, tu vas te coûter quelques milliers ou quelques dizaines de milliers, mais à côté, tu as un gain potentiel
en millions, tu vois, en bijoux, en centaines de milliers, j'en sais rien. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Tu peux payer un mec 500 balles pour aller demander une rançon à 10 000 balles. On pourrait en parler des heures, mais pour moi, mon take là-dessus, c'est que en France, on a un gros problème de risque-reward. Quand on voit que là, il y a un des jeunes, j'ai vu, qui était mineur, qui a été relâché pour vice judiciaire. Ils se sont trompés dans les démarches. Ceux qui avaient le deuxième, où ils ont essayé la tentative qui a échoué. Le problème, c'est que ces gars-là, ils sont payés 10K. Le risque-reward, il est quoi? Il est je prends 10 000 balles et de l'autre côté, je risque moins de 3 ans de prison. Bien sûr que ça se tente. Pour eux, des gars qui peuvent être désespérés, ça se tente. Mais le truc, c'est que si le risque-reward, c'était la mort ou d'autres sanctions comme on peut avoir, par exemple, à Singapour ou à Dubaï ou à Monaco, ça ne serait pas du tout le même délire, quoi. Mais je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures sur ce Non, mais sujet. ouais, dernière question sur le sujet. Est-ce que toi, puisque tu es un petit peu exposé, que ce soit dans les événements, de par tes fonctions, etc., est-ce que toi, aujourd'hui, tu as changé tes habitudes? Est-ce que tu as parfois un peu peur, j'allais dire, ou est-ce que ça va, tu te dis, il y en a d'autres avant moi? C'est horrible de penser ça, mais je pense que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup. À tort, je ne me sens pas concerné, alors je pense que je pourrais l'être, vu l'exposition qu'on peut avoir sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Honnêtement, ce n'est pas un stress que j'ai. Par contre, moi, le seul truc, et ça, je l'avais déjà anticipé un peu avant, c'était au niveau de la famille, parce que concrètement, moi, mes parents, mon entourage, il n'a rien demandé. S'ils vont se faire péter, ça sera en partie de ma faute, mais qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, ils habitent dans des endroits où concrètement, à part mettre un garde du corps 24 heures sur 24, et dont je n'ai absolument pas les moyens, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a des protocoles simples qui sont déjà, je sais qu'il y a une loi qui est en train d'être faite, notamment par le député Paul Midi, sur l'anonymat, par exemple, des adresses des chefs d'entreprise. Donc ça, c'est une très bonne chose. J'espère que cette proposition de loi verra le jour. Mais aussi tout ce qui est réseau. Moi, aujourd'hui, sur mes réseaux à moi, on ne voit pas mes parents, on ne voit pas mon entourage très proche. Pour des raisons, en fait, c'est dommage que je ne puisse plus profiter des réseaux comme je pourrais l'utiliser, mais ça fait partie du jeu et aussi même de cacher un maximum d'informations. Moi, mes parents le savent, il y a plein de choses qui ne font pas et qui n'interagissent pas avec moi par peur de ce côté-là. Mais on va dire que c'est plus pour ma bonne conscience parce qu'en réalité, tu tapes mon nom de famille, je suis sûr qu'il y a moyen de remonter jusqu'à mes parents assez facilement. Si on veut m'attraper, si on veut m'attraper ma famille, il y a moyen de le faire, quoi. Donc pour un moment, ce n'est pas un stress, ça le deviendra peut-être un jour, mais espérant que les choses vont s'améliorer et changer en France, quoi. Parce que ça veut dire quoi? On envoie tout le monde à Dubaï, on envoie tout le monde à Singapour. Ouais, je partage complètement. Et effectivement, espérons que cette vague cesse. Espérons que l'État prenne des mesures qui soient radicales à ce sujet-là. Ouais, mais tu vois, ça va au-delà de ces crypto-raps. C'est-à-dire que, de mon point de vue, le gap entre la situation d'aujourd'hui et la situation que demain fait que la criminalité va vraiment, véritablement diminuer et l'insécurité, etc. Enfin, le gap, il nécessite une révolution à laquelle je pense ni les Français ni les politiciens ne sont prêts. Et donc, ce qu'il faut espérer à court terme, et c'est absolument cynique ce que je vais dire, c'est que ces malfaiteurs se rendent compte que l'écosystème crypto, ce n'est pas celui sur lequel tu as le plus de chances d'aller toucher de l'oseille, pour plein de raisons qu'on a déjà évoquées par le passé, et qui se tournent vers d'autres. Et ça, c'est horrible de se dire ça, mais voilà, à un moment donné, quand c'est toi qui es ciblé et que tu sais que quoi qu'il arrive, ces malfaiteurs ne vont pas du jour au lendemain aller trouver un travail, j'allais dire, normal. La seule chose que tu peux espérer, c'est qu'ils oublient un peu l'écosystème crypto pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Mais c'est pas qu'un problème focus à la crypto. Aujourd'hui, moi qui porte souvent des costumes ou des vêtements, moi, ma mère me dit de plus mettre de montre. Je dis donc c'est quoi? On met plus de montre, on met plus de basket, on met plus de costume, on met plus de chemise. Enfin, le truc, c'est qu'on est dans un niveau où porter un costume dans Lyon ou dans Paris, ça peut devenir problématique en fonction des heures à laquelle tu passes et pour n'importe qui. Donc ça montre en fait un climat qui est bien plus dangereux qu'il ne paraît, quoi. Surtout dans un pays comme la France, quoi. Enfin bref, je pense que d'accord. Bon, parlons de sujets un peu plus joyeux. Parlons de cryptosphère. Alors toi, tu es rentré, j'allais dire, un peu par la petite porte au début, et puis aujourd'hui, tu en es le président. Alors félicitations déjà pour cette nomination, mais d'abord, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton aventure chez Cryptosphère qui t'a mené aujourd'hui à devenir
le président de l'association. On rappelle que cette présidence est tournante, je crois, annuellement. Et nous avions d'ailleurs reçu dans l'émission un ou deux présidents. Je crois, j'aime bien recevoir les présidents de Cryptosphère. On avait reçu Mathis. Tu recevras le prochain. Tu recevras le ou la prochaine. Alors, raconte-nous, c'est quoi Cryptosphère? Comment tu es rentré? Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu en es devenu le président pour les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui? Pour faire très simple, Cryptosphère, c'est la plus grosse association étudiante qui parle de sujets blockchain, crypto et tech en Europe. Donc, c'est quasiment plus de 800 membres. C'est 26 antennes. On a un fonctionnement qui est très atypique et qui n'existe pas d'ailleurs dans le monde, où en fait, on fonctionne un peu, il faut s'imaginer une sphère décentralisée, sur laquelle en fait, on a, à l'époque, ça s'appelait Cryptosphère France. Maintenant, ça s'appelle Cryptosphère Europe. Ça deviendra sans doute un jour Cryptosphère Monde. Mais en fait, qui détient du coup l'IP et tout en fait les services, que ça soit, on a un grand bureau qui permet de gérer les partenariats annuels, qui permet de gérer plein de choses et de centraliser plein de choses, que ce soit la comptabilité, etc. Et ensuite, après, on a une multitude d'antennes qui, elles, sont indépendantes, donc compte bancaire, et qui, du coup, bénéficient de cette image-là et qui œuvrent, en fait, à l'animation du réseau localement, un peu comme les super teams, mais à l'image européenne. Et donc, on a des antennes à Lyon, on a des antennes à Paris, on a des antennes à Nantes, à Brest, à Marseille, à Alès, à Nice, un peu de partout, à Lille, à Londres et en Belgique. Donc Cryptosphère, ça fait déjà plus de 7 ans. Ça a été créé à l'époque par Thibault Langlois-Berthelot, qui a créé ça sur Kedge. Et moi, mon histoire, elle commence aussi à Kedge à Marseille, non pas parce que j'étais étudiant, mais parce que Marvin, à l'époque, était président, donc Marvin Skerinjala était président de l'antenne de Kedge Marseille, et avait eu cette idée du Crypto Tour, notamment parce que mon aventure chez Cryptosphère est très liée au Crypto Tour et à l'événementiel. Et donc, j'arrive en stage chez Descoin et il me dit, écoute, j'ai cette idée d'un événement. Est-ce que tu es chaud? On l'organise. Je lui dis, moi, super chaud. J'ai 18 ans, je suis un peu tout fou et j'ai envie de faire plein de choses. Donc, je dis, vas-y, go. Et donc, on organise le premier Crypto Tour à Marseille, puis le deuxième, puis le troisième à Lyon. Et ensuite, en fait, moi, je monte, on passe du pôle partenariat de Kedge Marseille à la fondation de l'antenne de Lyon quand j'arrive sur l'IAE en master finance à l'IAE de Lyon 3. Donc, on fonde une antenne avec des potes sur Lyon 3. Et ensuite, je postule, on va dire, au Bureau France. Et là, je suis élu pour un an depuis janvier avec tout mon bureau et avec plein de projets cette année qu'on est en train de mener. Et donc, la rotation se fera fin décembre prochain, dans lequel on laissera notre place au prochain. Et alors, justement, en tant que président, c'est quoi ton activité au quotidien? Concrètement, tu fais quoi? Parce qu'il faut rappeler que Cryptosphère, c'est plusieurs antennes dans plein d'établissements scolaires, universités, écoles, je ne sais plus. Et donc, toi, tu fais quoi au quotidien en tant que président de Cryptosphère? On rappelle, je crois que tu n'es pas payé là-dessus parce que c'est une asso. Non. Personne n'est payé sur Cryptosphère. Et c'est vraiment ça qui est magique. Moi, pour le simplifier, Cryptosphère, je le voyais vraiment comme un grand bac à sable, un véhicule, on va dire, légal pour pouvoir entreprendre et essayer à moindre risque. Alors, à l'époque, c'était plus vrai que maintenant, parce qu'il y avait plein d'opportunités, on n'est pas aussi gros. Mais concrètement, là, il y a un étudiant, il vient nous voir avec un projet, on va l'accompagner et on va le faire avec lui. C'est ce qui se passe. Maintenant, pour donner une semaine type sur Cryptosphère, donc il y a toute la partie France, sur laquelle on mène des projets sur toute la France, sur toute l'Europe, qui sont des projets plus globaux. Donc, il y a tout ce qui va être communication, tout ce qui va être partenariat annuel, tout ce qui va être partenariats internationaux. Donc ça prend déjà pas mal de temps. Puis après, en fait, c'est l'accompagnement de toutes les antennes, la coordination. Ça fait quand même un beau paquet de monde à gérer. Donc, il y a énormément de communication en interne. Là, on est plus sur de la communication interne qu'externe au final. Donc, c'est coordonner tout le monde. C'est être sûr que telle antenne puisse avoir telle mise en lumière. C'est vraiment de la coordination. Moi, honnêtement, là, sur le bureau qu'on a actuellement, on a un bureau très, très rapproché. Il y a Antoine Ménival qui est du coup le VP, Louis et Mathieu Laruelle qui est le trésorier. En fait, concrètement, c'est de la coordination et de la gestion, je ne vais pas dire de grande entreprise, mais si on gère des divisions au sein de Cryptosphère. Et le but, nous, c'est d'orchestrer tout ça pour que tout roule. Et ce que je vais dire, c'est que concrètement, notre mission, c'est un peu de gérer les problèmes dès qu'il y en a, et c'est un peu de concilier tout le monde. Et aussi d'avoir cette vision-là où on ne peut pas dire oui à tout le monde parce que
maintenant, ça devient un gros, gros, gros bébé qui demande des fonds, qui demande des frais de gestion annuels, etc. Donc, on ne peut pas se permettre de mettre en danger l'asso, que ce soit sur des motifs légaux, fiscaux, etc. Donc, c'est vraiment une gestion globale comme une grosse entreprise à l'année. Ok, je vois. Intéressant. Et donc, je crois que ça s'arrête, en général, c'est janvier-février, non, la passation? La passation se fait en fait, nous, on va élire le nouveau président en décembre. Et en fait, la Ok. passation, on accompagne le nouveau bureau jusqu'à fin janvier, parce qu'en fait, on a tellement de process, tellement de choses en interne à gérer que ça prend bien 2 gros mois pour faire les choses de manière très propre. Et le but, c'est qu'après, voilà, ils battent de leur propre aile et qu'ils mènent plein de projets. Nous, typiquement, nos 3 projets qu'on avait cette année, c'était meilleure communication sur les réseaux, de vraiment capitaliser sur notre communication, que ce soit Twitter, LinkedIn. Il y avait aussi tout un plan de développement à l'international, pas forcément d'aller poser des antennes et des drapeaux cryptosphères de partout, mais faire des vrais liens. Par exemple, on a pas mal de partenariats avec des écoles de la Ivy League, que ce soit Cornell, Yale, Berkeley, Stanford, qui en fait, on fait des événements avec eux, on organise des choses. On en a fait venir des étudiants de Berkeley à Paris aussi, on a fait venir des étudiants de Cornell. Donc le but, c'est vraiment qu'il y ait des crosses et des synergies qui se créent entre les étudiants, parce qu'au final, on construit tous la même chose, mais juste différents endroits du globe. Donc ça, c'était un de nos gros points. Et le troisième point, c'était de continuer sur cette vague d'événements. Donc là, on en a eu un NFT Paris, on a eu un hackathon avec Ledger et les SEC sur les AI. Et là, ça se prolonge avec plein de petits événements. Cryptosphère, ça peut être des événements comme des meet-up à la fin du mois qu'on organise les mardis à Paris, mais ça peut être aussi des événements d'envergure comme il y a eu pendant NFT Paris avec 200, 300 personnes, comme des conférences avec des sénateurs comme on a eu à Lyon à 500 personnes, et comme un crypto tour qu'on aura en fin d'année qui est là beaucoup plus gros et qui n'est pas sur le même registre. C'est vraiment très riche et varié. Ce qu'on peut mettre en place, c'est pour qu'on touche tout le monde, parce qu'on a à la fois des profils business, des profils tech, des profils marketing, des profils financiers. Il faut que tout le monde y trouve un peu son bonheur. Il y a aussi énormément de formations en interne, que ce soit des workshops, que ce soit de la montée en compétences pour là réserver à nos membres. Ok, alors justement, la transition, elle est parfaite. On va parler un petit peu de Crypto Tour. Donc, Crypto Avec Tour, plaisir. c'est un événement qui est organisé depuis, je crois que tu en as fait 2 déjà, je crois. Droit? 4. 4, ok, d'accord. Ça va être le quatrième. Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai Il que y en ça a a 2 que j'ai commencé. fait avec Marvin sur Marseille, et Ouais, le troisième à Lyon que j'ai fait tout seul, enfin avec mon équipe bien bien évidemment. sûr. Et là, le quatrième qui va être un peu, moi, c'est dans ma tête, je sais pas si tu connais le documentaire The Last Dance sur Michael Jordan. Là, Non, c'est un peu, en fait, c'est concrètement, c'est sa dernière saison quand il revient, en fait, en mode, on donne tout et c'est la dernière, quoi. là c'est la dernière. Alors, c'est la dernière pour moi. Ah ouais. Ouais. Tu l'as Ouais, même ouais. pas encore organisé que déjà tu sais que ça va être la dernière. Je sais que ça va être avec Cryptosphère. Parce qu'en fait, là, le problème, on peut y venir, mais si tu veux, le Crypto Tour, on est parti à 200 personnes, 250. L'année dernière, on était 500 sur la journée. Là, on sera plus de 1000. Il faut savoir qu'en fait, ça devient un événement à plein temps. L'année dernière, j'ai pu quasiment l'organiser tout seul parce que je pense que j'étais un peu trop fou et un peu inconscient pour vraiment le faire tout seul, que ce soit les partenariats, la gestion interne. J'ai pas assez délégué aussi. J'ai énormément appris de ça, qu'il faut déléguer pour tenir la route. Et là, pour organiser celui-là, il faut qu'on soit beaucoup plus. Donc là, typiquement, on est vraiment 4 activement, que ce soit d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue communication. J'ai aussi recruté des profils purs événementiels qui ont eux aussi déjà de la maîtrise, plus moi qui ai appris. Et donc là, maintenant, on se retrouve à piloter toute une équipe pour aller vraiment avoir de l'impact. Et en fait, ça prend tellement de temps, tellement d'énergie, c'est tellement de stress aussi. Il faut savoir que les 2 nuits avant le Crypto Tour, donc le Crypto Tour était le samedi l'année dernière, moi, j'ai pas dormi de vendredi et jeudi. Pas parce que j'avais forcément plein de trucs à faire, mais parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui s'entrecroisent. Il faut appeler tel speaker, il faut appeler tel sponsor. Tel sponsor, il n'est pas content parce que son stand, il n'est pas arrivé, il n'est pas placé là où il veut. Donc, paf, paf. Donc, tu cours de partout en permanence. Et ça, plus la période d'organisation de l'événement est longue, plus ta période de récupération elle est courte entre les deux. Donc, non, c'est pour ça que ça sera sous ce format-là, parce que pour moi, on a atteint un step qu'on ne pourra pas dépasser au niveau bénévole, parce que là, tout le monde le fait gratuitement. Si on voudra que cette édition grandisse, il faudra qu'elle se professionnalise. Et voilà.
Ok, alors quand même, on va revenir un peu sur l'évolution du format Crypto Tour. Moi, j'avais eu le plaisir d'assister à celui l'année dernière au mois d'octobre, qui était un événement qui vraiment, pour le coup, était très intéressant, très varié dans les invités, très bien organisé sur le fond et des événements. On en a fait pas mal quand même. Donc, pour le coup, on a quelques éléments de comparaison. Qu'est-ce que tu as appris des précédentes éditions qui va te permettre, là, pour ton barreau d'honneur, si j'ai bien compris, Ah non, d'atteindre. j'ai la pression, parce que là, je l'ai dit publiquement, donc j'ai la pression Oui, maintenant. là, tu ne peux plus te louper. Là, c'est la Ah, bah, dernière de toute fois façon, pour j'ai Norman. déjà signé pour les acomptes. Donc là, dans ma tête, c'est déjà programmé. Là, en fait, c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule idée, c'est que cette date arrive et que ça passe. Parce qu'en fait, c'est une charge mentale au quotidien. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai appris sur le format? Moi, la première chose, c'est que on a souvent dit que les gens ne voulaient pas découvrir, ne voulaient plus participer à des tables rondes, à des keynotes, etc. Moi, je trouve que c'est pas forcément vrai. Pas forcément vrai si on apporte quelque chose d'innovant et ce que je reproche à beaucoup d'événements, c'est qu'en fait, ils sont au service des marques et ils ne trouvent pas le meilleur moyen, qu'à part la visibilité qu'il y a sur les keynotes, de leur rétribuer de la valeur. Et pour moi, comment on rétribue de la valeur, comment on a créé CryptoTo l'année dernière, c'est qu'on l'orientait entre Web 2 et Web 3, finance traditionnelle et finance Web 3. Et en fait, concrètement, ma strat, c'était OK, je vais aller chercher des partenaires traditionnels pour ensuite proposer à mes partenaires crypto qui, eux, veulent vendre des services à ces partenaires traditionnels, une connexion et le fait de dire, bah, attends, il faut payer mon stand, il faut payer mon sponsoring, bien sûr que je vais le payer. Ça devient un investissement. Et moi, c'était vraiment la notion que je voulais avoir sur le Crypto Tour, que les gens ne viennent pas par plaisir pour Cryptosphère, parce qu'on a aussi cette image-là où il y a beaucoup d'acteurs, et je les en remercie tous de nous soutenir annuellement, quotidiennement, que ça soit en visibilité, que ça soit aussi en façon monétaire, parce qu'on est une association étudiante et que beaucoup d'étudiants donnent énormément de leur énergie. Mais je voulais vraiment que quand ils viennent sur Crypto Tour, c'est se dire, OK, l'objectif, c'est que le Crypto Tour, pour nous, il a un impact pour mon entreprise. Moi, si je pense comme une entreprise, si je paye un sponsor sur quelconque événement, il faut qu'il y ait du retour sur investissement. Il ne faut pas que ça soit juste dire ouais, coucou les gars, on est là, je passe sur la main stage, je parle pendant 20 minutes et puis voilà. Il faut vraiment qu'il y ait cet objectif-là. Donc c'est comme ça qu'on l'avait construit et je suis très très fier de ça. C'est que cette année, quand j'ai relancé le Crypto Tour il y a quelques mois, il y a énormément de partenaires comme Alira, comme Six Months, comme Red Bull, comme Constancy, qui en fait d'office m'ont dit je remets un ticket pour cette année. Donc ça, c'est vraiment qui pour nous, c'était une preuve de réussite parce que ça veut dire que s'ils remettent un ticket concrètement, c'est que ça a été bénéfique pour eux et ça a eu de l'impact. Et ça, c'était vraiment ce que je voulais absolument pour cette année. Est-ce que tu peux nous liquer déjà quelques petites choses là, quelques surprises ou quelques parties de l'événement, quelques nouveautés peut-être pour cette édition, peut-être la date aussi, est-ce qu'elle est déjà La date, c'est le 11 octobre. Elle est officielle. on n'a 11 pas bien octobre sur Lyon. entendu. On n'a 11 pas bien octobre. le 11, ok. 11 octobre à Lyon, toute une journée. Qu'est-ce que je peux leak? Ce que je peux leak, c'est que cette année, on aura une grande main stage, plus de 300 places, avec notamment des jeux de lumière, un écran qui fait 6/4, qui est assez énorme. Je l'ai vu en vrai et ça va être exceptionnel. Il va y avoir beaucoup d'animations, que ce soit des animations de grosses boîtes, mais aussi de petites boîtes. C'est aussi ce qu'on voulait avec le Crypto Tour, c'est qu'aujourd'hui, payer un stand sur un événement, ça coûte très très cher. Et moi, je suis fier de dire, aujourd'hui, vous avez votre stand pour 1 000 euros. Ça, c'est le prix officiel. Donc, c'est-à-dire que tous les projets peuvent venir exposer, peuvent venir se présenter auprès d'un public divers et varié. En leak, qu'est-ce qu'il pourrait avoir qui peut être intéressant pour vous? Beaucoup d'animations, beaucoup d'interactions entre les gens sur les stands. Et voilà, après, il y a plein de choses qui ne sont pas encore définies parce que c'est l'événementiel, ça bouge d'une semaine à l'autre. Mais on va essayer aussi d'axer pas que sur la crypto, qu'il y a aussi cette fibre entrepreneuriale et aussi de se dire aujourd'hui, on met souvent en avant que l'investissement et les jeunes sont concernés. Moi, pour être encore à l'école, spoiler, ce n'est pas vrai. Pas tous les étudiants sont concernés par l'investissement. La plupart s'en foutent royalement. Et moi, je veux que, comme quand je suis allé au KBS, quand j'avais 18 ans, que je me dise, peu importe le sujet, peu importe le thème, mais en fait, les gars qui viennent parler, ils ont entre 25 et 40 ans. Ces mecs-là, ils sont hyper clivants. S'ils y sont aussi, c'est parce qu'ils ont travaillé dur, mais que c'est possible et qu'il y a une vraie voie dans l'entrepreneuriat. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on met malheureusement pas assez en lumière en France.
de se dire tout est possible. Tester, lancer un projet, aller apprendre, aller essayer, lever des fonds, tenter l'expérience d'entrepreneuriat. Et puis si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, vous ferez autre chose, vous ferez un autre projet, mais essayez. Et je veux vraiment montrer, là c'est plus pour le public plus jeune qu'on aura, ouais les gars, vous pourrez être à ma place sur la main stage pour prendre la parole si vous vous lancez, quoi. C'est pas réservé à une classe d'élite ou une classe d'entrepreneurs crypto-milliardaires, quoi. Ouais, je vois, c'est intéressant. Bah, écoute, en tout cas, j'aurai le plaisir, de venir à nouveau pour cette édition, pour venir, voilà, te soutenir et puis, voilà, participer à cet événement, kiffé, puis surtout profiter aussi de Lyon parce que Lyon, c'est une jolie ville, on y mange bien, c'est agréable et normalement, au mois d'octobre, il fait encore beau, hein, donc pour le Non, coup, écoute, je touche du bois, ça fait 3 ans qu'il a toujours fait extrêmement beau à cette période-là, donc Lyon, sur ces périodes-là, c'est magnifique, parce que, il fait beau, il fait chaud, donc c'est le combo parfait. Donc plus cette année, on fait des choses vraiment sympas en extérieur, donc on croise les doigts, on touche du bois. Eh ben, écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite, comme on dit. On va passer maintenant un petit peu à la partie automatisation, agent IA, etc. Alors moi, je t'ai un peu suivi parce que comme bon, on est copains et puis tu étais chroniqueur dans l'émission, forcément, je suivais un petit peu tes différentes initiatives. Alors, j'ai pas tout suivi, hein. Des fois, ça partait trop loin pour moi. Tu sais, moi, il y a des choses. Voilà, mais en gros, voilà, j'ai pas entendu parler de Noodle, j'ai entendu parler là de interne, je sais pas quoi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces itérations entrepreneuriales? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce que tu as essayé, qu'est-ce qui a moins marché, comment tu t'es relevé, comment tu as lancé d'autres trucs, et surtout comment avec tes associés, on connaît ici notamment Max, hein, dans l'émission de Cyborg, en tout cas on l'a connu à l'époque où il était fondateur et CEO de Cyborg. Alors, raconte-nous un petit peu cette expérience entrepreneuriale, tech, amitié aussi, puisque vous bossez entre amis, ça se sent, ça se voit. Ouais, complètement. Surtout cette connexion qu'on a eue ensemble, ça part en fait tout bête, mais moi je rencontre Max sur un événement, donc Maxime Gay, sur un événement, il me présente son projet et à l'époque, il me dit qu'il est backé par Swissborg, heu, qu'il est en train de lancer ça et je lui dis: «Mec, je vais investir dans ta boîte». C'est comme ça que ça se fait. Je fais un invest dans sa boîte. Max, il en rigole souvent aujourd'hui. Il dit: «Ouais, c'est le meilleur invest de ta vie». Je pense que c'est sans doute le meilleur invest de ma vie. En tout cas, en cash, non, mais en expérience et même en termes d'amitié, en termes de relations, c'est incroyable. On est parti de ça. On a fait plein d'événements ensemble. Et puis surtout, l'élément déclencheur, c'est quand on part en Thaïlande tous les trois avec Mika aussi. Mika, qu'on met pas souvent en avant parce que c'est notre partie tech, mais ouais, c'est 70% de notre ressource. Il n'est pas visible, mais il est là aussi. Et donc, en fait, ça part tout bête, hein. C'est juste, on parle entre passionnés, entre amis, on itère, on teste, et en fait, on a tous très, très faim. Enfin, pardonne-moi du langage, mais c'est ce qui est vrai. C'est qu'il y a tous cette envie de réussir, de briser les barrières et de monter très haut. Moi, je me suis toujours dit que je suis un grand rêveur et je me suis jamais limité à mes rêves. Par exemple, quand on me demande quelle est la voiture de tes rêves, moi je vais te répondre une Lamborghini Aventador SVJ, mais c'est la voiture de mes rêves, mais c'est la voiture que je veux. Et pour ça, il y a tout le travail, c'est plus toute l'aventure qui fait pour y aller qui est exceptionnelle. Et donc, on a vécu la Thaïlande, on a découvert les agents IA. Il y a aussi beaucoup d'amis. Il y a Mathis qui est maintenant chez Boardpad, Mathis Lagou, qui a monté plein de projets aussi. Et en fait, on est un peu tous dans cette classe-là où on a un peu tous les mêmes âges. Des passionnés surtout, et de se dire, bon, on va lancer des projets, on itère, on teste. Il y a un nombre de projets qui ont merdé, mais je n'aurais même pas la liste du nombre d'idées qu'on a eues. Et qui plus est de se retrouver dans des maisons comme ça n'aide pas du tout parce qu'il y a trop d'idées qui fusent à la minute. Mais donc, ouais, c'est un parcours du combattant, de se dire, on va tester des choses, on teste, ça marche pas, on relance. Et le point final de tout ça, c'est qu'après avoir beaucoup itéré dans le Web3, que ce soit sur plein de trucs, que ce soit sur des tokens, que ce soit sur des agents IA, que ce soit sur des SaaS, que ce soit sur des boîtes corporate, sur des levées de fonds, sur des accélérateurs, on en est arrivé à un point qui est pour nous, euh, concrètement, il faut faire un service qu'on peut nous-mêmes acheter, dans lequel on serait notre premier client. Et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur d'interne. Donc, pour contextualiser, d'interne, c'est on automatise des process sur Twitter via des AI agents en no-code. Donc, ce qui permet en fait de connecter votre compte Twitter à notre plateforme
et d'aller créer un reply guys sur votre compte Twitter. Le reply guys, concrètement, ça sert à quoi? Ça permet d'aller générer de l'engagement auprès de créateurs de contenu et donc d'avoir de la visibilité et de rediriger la visibilité vers soi. Mais la thèse, en fait, elle est beaucoup plus globale. C'est pas juste on crée un outil pour devenir un influenceur ou pour avoir du reach, comme on l'appelle souvent, mais c'est surtout en fait pour créer des vrais tunnels d'acquisition, des vrais tunnels de distribution qu'aujourd'hui, qui sont pour moi le pain point dans la crypto, c'est qu'on a des super produits, on a des super équipes, mais on n'arrive soit pas à les marketer, soit pas à les vendre. Donc, c'est qu'on a un vrai problème sur ces issues-là. Et là, nous, on essaye de répondre à ce problème-là en créant des outils qui nous servent avant tout à nous-mêmes. Alors typiquement, là, récemment, on est sur de l'automatisation de création de contenu sur Twitter. D'ailleurs, j'ai dégagé le tien parce qu'il me saoule. Mais C'est ça d'intérêt. C'est ça d'intérêt. Et c'est pour ça que c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, tu vois, je critique pas du tout les gars qui lancent des gros produits financiers, etc. C'est très bien et j'adorerais le faire. Mais par exemple, quand tu lances un fonds de fonds à 1 milliard où tu dois lever 30 M, c'est pas toi qui vas le tester en premier. Et là, moi, j'ai un outil qui me permet de le tester moi-même. J'ai pas besoin d'appeler 40 personnes pour qu'ils puissent tester mon produit. Non, non. Moi, je le teste. Bon, tu vois bien, moi, je lance des tests loufoques dessus. Bah, il y a des moments où ça merde complet, mais c'est le but et on apprend. Il faut voir comment la tech aussi évolue tellement vite. Ce qu'on avait en début d'année n'est plus du tout le même de ce qu'on a maintenant. Et ça nous fait même kiffer de voir l'évolution, quoi. ouais, alors justement, toi, tu penses que bientôt, on n'aura plus besoin de CM, on n'aura plus besoin nous-mêmes d'écrire nos propres tweets, ou est-ce que ça restera marginal? Parce que c'est vrai que ça prend du temps, ça peut coûter aussi un peu d'argent de faire de la modération, de trouver un bon élément. Est-ce que tu penses que dans quelques mois ou quelques années, j'en sais rien, en fait, on n'aura plus du tout besoin et qu'on pourra entraîner une IA qui se chargera de faire le service client, la modération, le reply guy, tout ce qu'on fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux? La question, elle est compliquée. Je pense pas qu'on se. Nous, notre thèse, c'était avec d'interne, donc le stagiaire, de remplacer les stagiaires marketing pour se concentrer vraiment sur la strat et pour vraiment aller activer cette partie-là. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas une bonne strat, vous avez beau avoir un interne qui tourne, ça ne changera pas grand-chose à part avoir du reach et se dire, ouais, trop bien, j'ai du reach. Par contre, ce qui est pour moi essentiel, c'est qu'aujourd'hui, déjà, qui écrit vraiment ses posts LinkedIn ou Twitter de façon 100% autonome? J'entends qui va sur une page Word et va commencer à écrire son post. Aujourd'hui, je pense plus personne. Aujourd'hui, il y a énormément aussi de services. Faut se dire que énormément de posts qu'on voit sur LinkedIn sont écrits par 2-3 boîtes qui font, en fait, on appelle ça des copywriters. Ils écrivent pour vous vos posts et c'est des chefs d'entreprise qui les payent. Moi, je remets énormément en doute ça parce qu'au final, on se retrouve avec des machines à poste qui n'ont pas forcément de sens et ça ne met pas de lien. Parce que le but d'être visible sur les réseaux, c'est pas juste de dire je suis un KOL, je suis une star. Le but, c'est que pour moi, si un jour je deviens un KOL, c'est d'avoir de l'impact et c'est pouvoir de rediriger vers mes business. C'est pas juste de dire hey, les gars, je suis famous, je vais pouvoir faire des placements de produits où j'ai 200 400 000 abonnés. Le but, si c'est pour avoir un impact, c'est là-dessus. Donc nous, Ouais, on a c'est ça. vraiment. Je te rejoins complètement et c'est vrai que c'est des éléments que je mets en avant très souvent quand on parle de personal branding notamment, mais aussi de stratégie de contenu. C'est qu'aller chercher du like, des impressions ou même des commentaires qui vont venir te dire que tu as raison, en fait, c'est chambé, mais à part flatter ton ego, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est d'aller chercher un moyen pour soit générer des leads, soit, en tout cas, remplir tes objectifs. Donc, je sais pas, attirer des utilisateurs, attirer des investisseurs, attirer, si demain tu recrutes, attirer des profils intéressants, chercher des clients, etc. Et en fait, c'est la transformation de l'audience, de l'impression dans ce que tu recherches vraiment. C'est là où se trouve le pivot. Et je suis complètement d'accord avec toi. Les stratégies qui sont vendues souvent des milliers d'euros par mois et qui consistent à te dire, alors tu fais du reply, tu dois créer un contenu viral, etc. Et à la fin, ça va fonctionner. La vérité, c'est que souvent, tu as payé 20 000 balles par mois pour un mec qui va te dire j'ai la méthode. Et puis finalement, à la fin, en fait, il n'en reste rien concrètement. Si, tu vas gagner en abonnés, on le voit, il gagne en abonnés. Et souvent, en fait, on le voit dans la manière d'écriture, c'est toujours la même chose, il n'y a plus d'authenticité. Mais bon, si ça marche pour eux et qu'ils sont contents d'avoir des abonnés,
très, En très bien. l'occurrence, j'ai eu le retour de pas mal d'entrepreneurs qui ont payé justement ces accompagnements-là. Et en fait, 3 mois après, ils se rendent compte qu'en fait, il n'en reste rien. Si, il reste des abonnés. C'est comme quand tu fais aujourd'hui, en 2025, une campagne avec des KOL où tu leur demandes à tous de faire un trade, un giveaway, un truc et tout. Mais tu te rends compte, à la fin, il n'en reste rien. Des abonnés, oui, mais tu n'as pas acquis de nouveaux utilisateurs. Tu n'as pas forcément acquis de nouveaux Et tu as nouveaux dépensé de l'argent. investisseurs. Et tu as dépensé par contre des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. Parce qu'aujourd'hui, voilà, le marketing, c'est plus seulement voilà, demander un trade ou un giveaway, c'est voilà, faire en sorte d'avoir une stratégie bien ciblée sur ton message, sur ton produit et faire en sorte de déclencher justement l'achat, déclencher l'action. Et voilà, ma question, c'est ça, c'est est-ce que l'IA demain le fera mieux qu'un humain? Est-ce que l'automatisation, c'est juste un gain de temps ou est-ce que ça peut être une stratégie en soi? Moi, j'avoue, je suis peut-être un boomer. Je me dis que pour l'instant, le niveau d'acuité, de pertinence, il est quand même limité. Mais peut-être tu vas me dire qu'avec un meilleur prompt, on peut faire mieux. Non, bah, pour moi, il faut bien diviser en deux parties, la partie strat et la partie exécution. Il y en a, ils sont très très bons en strat, d'autres très très bons en exécution, mais avoir les deux, c'est assez compliqué. Le problème, c'est que nous, on se base vraiment sur les founders. Quand tu es founder, tu as un milliard de choses à faire. Que ce soit gérer ta boîte, gérer tes employés, gérer ta ressource, etc. Gérer ton exposition, gérer tes panels, gérer toutes les choses que tu peux avoir. Donc, quand tu fais une strat de ouf, si tu n'as pas le moyen qui, en plus, va booster ta strat, bah, ça ne marche pas. Par contre, si tu utilises des moyens hyper tech, hyper poussés, sans strat, bah, ça revient exactement au même. Il manque une pièce. Et pour moi, cette partie strat, elle est hyper importante, que ça soit sur tous les aspects. On parle de marketing, mais on parle aussi de BD, de business développement. Comme je te le disais, moi, c'est sans doute la chose qui me passionne le plus. Ce que j'ai appris, bah, par exemple, l'exemple du Crypto Tour, c'est que vendre un sponsoring, c'est très, très dur. Par contre, vendre un sponsoring avec une proposition médiatique, un package vidéo, des offres, et ben en fait, tu es beaucoup plus compétitive. Et moi, maintenant, c'est vraiment ça qui m'anime, c'est monter des gros packages qui sont mentalement où il n'y a pas de contre-argument. C'est en fait, tu présentes ça au client, il va se dire, bah attends, j'ai tout en fait, j'ai plus qu'à signer. Maintenant, je signe. Et moi, c'est vraiment ce qui m'anime, c'est de se dire, on peut réduire notre temps de travail sur des tâches très chronophages pour aller bulle d'autres choses beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus complètes. Mais ça n'enlève pas que s'il manque un petit maillon, bah, la chaîne, elle ne se fait pas. Hein. Et là, c'est dans un monde idéal où tout fonctionne et où ton produit, parce que ce qu'on a remarqué avec d'interne, c'est que le problème, c'est pas le reply guys ou c'est l'exposition des personnes sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Le problème, c'est que souvent, la strat marketing, elle n'est pas finie derrière, elle n'est pas aboutie. Et donc, ça remet en question plein de choses. Et ça ouvre des portes à des accompagnements aussi qui deviennent de plus en plus grands. Je vois. Ok, bah écoute, on va te souhaiter évidemment bonne chance pour ça. J'aimerais qu'on parle un peu d'actualité parce que justement, alors on en parlera tout à l'heure évidemment avec Olivier, mais là, les deux dernières narratives qu'on a eues dans la crypto, alors c'est pas forcément idéal, mais c'est comme ça, c'est les meme coins et les agents IA. Et si on parle des meme coins, est-ce que toi tu t'y es intéressé? Est-ce que tu t'es lancé là-dessus? Évidemment, bah, ça fait écho avec ce qui s'est passé hier qui est pour moi assez massif, c'est-à-dire la suppression, la suspension des comptes de Pump Fun et de son fondateur, et aussi de pas mal d'autres projets qui gravitent un peu dans l'écosystème. Comment tu vois ça, toi? Et est-ce que tu penses que la meme coin season, c'était parce qu'il n'y avait rien d'autre et que ça va être remplacé par quelque chose de plus fondamental, je sais pas, DeFi ou autre? Enfin, c'est quoi ta vision aujourd'hui de l'écosystème un peu Web3 crypto Sur les meme coins, moi les meme coins de base me font extrêmement rire. Là, en ce moment, je passe énormément de temps sur Twitter, sur les différents médias. Euh, et, euh, et en fait, c'est quelque chose qui. euh, Il y a des choses, tu te demandes, mais pourquoi? Pourquoi et comment? Et j'aime bien essayer de chercher pourquoi et souvent, tu n'as pas la réponse. Ça qui me fait extrêmement rire. Moi, le côté où je suis un peu plus pondéré, c'est que c'est du grand n'importe quoi. Il y a de la valeur sur des choses qui ne devraient pas y avoir de valeur. Mais le marché est tel que bah, il y a des emballements. Il y a des gens qui ont réussi à très bien surfer ces vagues-là. Malheureusement, il y a beaucoup de rugs, beaucoup d'arnaques, etc., qui ne sont pas forcément une super mise en lumière pour notre écosystème. Mais là où je pondère vraiment les choses, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui font des meme coins, qui vont sniper des tokens, etc., qui sont très early sur ces genres de choses, c'est un public avéré, c'est un public qui a conscience un peu de ce qui se passe.
et on n'est pas sur une masse retail comme par exemple ce qu'on avait sur les ICO. Aujourd'hui, mine de rien, aller sniper tous ces tokens-là, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la connaissance. Donc moi, c'est vraiment la partie qui, ouais, c'est les crypto, c'est les crypto users qui font un peu nimp entre eux, qui essayent concrètement d'aller sniper la liquidité de l'autre pour la ramener chez soi. Tu la remets en jeu et puis après tu te la refais prendre. Enfin voilà, c'est un jeu qui n'a pas forcément de sens, mais moi je vois ça pas forcément, je n'ai pas un bon ou mauvais avis, mais c'est juste que tant que ça touche pas au retail, ça me dérange pas. Contrairement en fait aux ICO où là on faisait du grand n'importe quoi, où on ciblait massivement le retail pour concrètement leur vendre plein de rêves et pas forcément aller au bout des idées. Mais non, les mêmes coins, j'y ai touché. Malheureusement, c'est plus, c'est un peu idyllique. C'est que c'est comme le casino, quoi. Un jour, on peut gagner comme on peut perdre. Et vu qu'en fait, on balance tellement d'argent dans nos activités perso que qu'il n'y avait pas la place pour aller balancer trop d'argent dans les mêmes coins. Donc, je préfère rester exposé sur d'autres classes d'actifs que d'aller sur cette partie-là. Et la suspension justement des comptes de Pump Fun et du fondateur pose la question aussi de l'hégémonie de X, donc ex-Twitter dans l'écosystème Web3 du point de vue du marketing. Toi-même, hein, les agents IA et Ouais, tout ça, tu fais ça sur Twitter essentiellement, en tout cas si j'ai bien compris. totalement. Ouais. Et c'est là où finalement on se rend compte qu'il y a une équipe, celle de X, hein, qui peut à tout moment, d'un seul bouton, eh bien, fermer un projet ou en tout cas fermer sa fenêtre sur Twitter. Or, comme la fenêtre sur Twitter, c'est clairement la fenêtre la plus importante dans l'écosystème, elle peut quasiment tuer un projet en l'espace de 2 secondes. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. À l'époque, quand tu étais interdit sur une chaîne télé, tu allais sur une autre. Quand tu étais interdit dans une parution, tu en avais d'autres. Aujourd'hui, la domination de Twitter, alors, dans l'écosystème crypto, on va parler de ce qu'on connaît, hein, elle est un peu dangereuse et on le voit. Est-ce qu'on peut survivre, à ton avis, d'un ban de Twitter et toi, et j'imagine avec tes clients à qui tu fais justement du contenu sur Twitter, est-ce que c'est quelque chose que vous anticipez ou en tout cas, ça va devenir, je crois, un enjeu majeur pour les Complètement. projets. Moi, je le vois personnellement, mais toi, comment appréhendes ça? Bah, en fait, c'est drôle, on revient sur un des enjeux fondamentaux qu'on a sur la gestion de patrimoine, qui est la diversification. Et aujourd'hui, si une entreprise a qu'un seul moyen d'acquisition, c'est un risque qu'elle encourt sur ce moyen-là. Si demain, on l'a vu, bon, c'est pas le bon exemple, hein, mais l'État français a décidé de couper les sites porno, euh, demain ça coupe, les Français n'y ont plus accès. Pareil pour Pump Fun, qui est leur page Twitter, ils la coupent, ils peuvent plus communiquer. Twitter, là, en l'occurrence. Le truc, c'est pourquoi Pump Fun a été coupé. C'est que le problème, c'est que sur Pump Fun, il y a eu trop de dérives. Que ce soit des lives, il y a des mecs qui se tuaient en live ou qui faisaient des paris à la con. Donc ça, toutes ces dérives-là, elles ont été bouclées. Mais après, il y a des guerres. Je pense que là ça monte, ça nous dépasse tous. Et là, on est plus dans des guerres politiques, économiques, sur des enjeux bien plus gros. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont été bannés. Mais voilà, pour moi, il faut diversifier comme son patrimoine, ses moyens d'acquisition de clients, ses moyens de communication, parce que sinon, on s'expose à un tiers dans lequel on ne peut pas être responsable. Mais c'est la même chose avec les médias. Je ne sais pas si tu as vu Cerfia qui a été racheté par le milliardaire, je zappe toujours son nom de famille. Et là, les gens se mettent à boycotter Cerfia. Comment? Ah oui. Le truc, c'est que oui, faut pas se leurrer. Tout ce qu'on voit, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur les médias, appartiennent à des gens, sont détenus par des gens et ont aussi des business models. Donc, c'est en fin de compte, c'est un peu un moyen de vous dire qu'on est un peu tous manipulés et un peu tous nos avis sont drivés par des enjeux économiques derrière. Aujourd'hui, je ne connais pas un média qui n'a pas d'enjeu économique dans son activité. Là, je parle de médias plus globaux. Parce que comment ils font pour vivre, comment ils font pour se Typiquement, on développer. pourrait parler, Voilà. ça c'est une discussion qui est passionnante et malheureusement, on n'aura pas le temps d'aller plus loin, mais si au moins sur ce point-là, je peux te contredire, c'est que si tu prends par exemple le service public, qui est financé par nous et qui ne répond pas tant à une logique économique, on voit d'ailleurs énormément de supports qui ne créent pas tant d'argent que ça, où on prend aussi la presse, notamment la presse conventionnée comme l'Humanité et tout ça, qui ne génère absolument aucun chiffre d'affaires et qui ne vit
que par les subventions publiques. Donc, tu as une grosse partie des médias aujourd'hui qui ne répondent pas à un enjeu économique, mais qui répondent à un enjeu, j'allais dire, idéologique, voire politique. Et je pense que les deux, effectivement, se renvoient la balle. D'ailleurs, ce terrain, mais aussi tout l'écosystème, j'allais dire de droite ou de gauche, peu importe. Je ne sais pas si c'est tant des enjeux économiques que des enjeux idéologiques aujourd'hui. D'ailleurs, Elon Musk, quand il rachète Twitter, de ce que j'en comprends, c'est pas tant pour des raisons économiques. D'ailleurs, il paye ultra cher Twitter par rapport à sa cotation. Il perd énormément d'argent théoriquement par rapport à sa valo, mais on sait très bien qu'il le fait pour des raisons essentiellement idéologiques et politiques. Alors, je dis pas que ça peut pas servir ses intérêts économiques à terme, tu vois, mais voilà. Donc, je sais pas si c'est l'économie qui drive ça ou plutôt politique et idéologique. Oui. Je pense que le mot de fin là-dessus, moi, j'ai toujours été fasciné par ça. Plusieurs personnes m'ont toujours dit, le commun des mortels pense que l'argent, c'est le pouvoir, mais la réalité, elle en est bien autre. On voit qu'en l'occurrence, la politique, l'influence, la communication sont sans doute le vrai pouvoir qu'on peut avoir sur un écosystème. On le voit comme tu le disais avec Twitter, quoi. Twitter, c'est pas, il n'a pas racheté Twitter pour faire une plus-value sur sa revente, quoi. Sinon, il l'aurait déjà pas fait. Après, on entendra certains qui diraient oui, mais il avait tout réfléchi, c'était pour faire élire Trump, qui finalement, avec sa politique, va favoriser ses entreprises. Alors, si c'est ça, il s'est complètement foiré, parce que pour le coup, pour l'instant, ça n'a pas favorisé grand-chose dans cette entreprise. Mais après, c'est le parcours d'un entrepreneur, quel qu'il soit, quoi. Il y avait Xavier Niel qui expliquait ça, que j'aime beaucoup, qui disait j'ai essayé de racheter M6, je me suis foiré. J'ai essayé de faire ci, je me suis foiré. J'ai essayé de racheter ça, je me suis foiré. Et quand il y a un truc qui explose, oui, c'était facile. Attends, c'était tout prévu. Ouais, je crois que c'était à l'occasion de son interview chez Hot Ones, non? Bon. Peut-être. Raphaël, merci. En tout cas, c'était un plaisir de l'émission. C'était un super avec nous parce qu'on va recevoir Olivier qui va me rejoindre pour parler de avec Solana. plaisir. Salut Olivier, comment tu vas? Salut, ça va bien et toi? Écoute, ça va très bien. Alors, pourquoi je voulais vous faire un petit coucou? C'est parce que Raphaël, en ce moment, est à l'événement organisé par Super Team France, donc backé évidemment par Solana, à côté de Paris. Olivier est Tech Lead chez Solana Labs. Donc, c'est une émission un petit peu sous le signe de Solana, mais sans le dire vraiment, quoi. Alors, je rappelle. Est-ce que le token va pump? C'est surtout ça. Est-ce qu'on va pump le token? Se tient bien. Non, ici, vous savez, on ne parle pas de pump de token, on s'en tape. On parle de pump fun, mais non, on ne parle pas de ça. En revanche, voilà, mais c'est intéressant. Olivier, qu'est-ce que tu en penses, toi, tant que Raphaël est là, rapidement, pour faire la transition de ces initiatives par le prisme de Solana, de Super Team, et de pénétrer des écosystèmes locaux et de mettre à disposition les moyens qui permettent à ces écosystèmes de se créer, en fait, et de se renforcer? Ouais, carrément, j'adore. D'ailleurs, on était là pour en parler une fois, mais et Arthur, je trouve, il fait un boulot de ouf en Europe. Pour moi, c'est essentiel parce que tu es dans un écosystème décentralisé, mais si tu n'as pas un point de repère local au niveau de ton pays, minimum, il y a des barrières de langage, il y a des barrières aussi de réseau, c'est-à-dire avoir quelqu'un auquel se référer, auquel parler, avoir des conseils, avoir de la documentation, de l'aide, etc. C'est super essentiel. Et même au niveau business, pouvoir se connecter avec des gens qui sont déjà implémentés dans un écosystème et pouvoir en bénéficier, c'est ultime, quoi. Et je crois que Super Team, c'est le réseau actuel, peut-être même de toutes les blockchains confondues, qui est le plus avancé dans ce mode-là. Ils ont une trentaine de pays maintenant. La France en fait partie. On essaie de starter quelque chose au Portugal aussi. Il y en a en Angleterre, Allemagne, etc., et partout ailleurs dans le monde. Même aux États-Unis, ça commence à arriver. Sous la nouvelle ère Trump et les nouvelles législations. Donc ouais, c'est des efforts qui sont pour moi essentiels. Je vois d'ailleurs d'autres écosystèmes qui commencent à essayer de copier un peu ce modèle-là, notamment Sui. J'ai oublié comment ils ont appelé le modèle. C'est plus Super Team, c'est genre, je sais plus, mais ça ressemble à quelque chose comme ça. Et donc si c'est copié, c'est que ça marche. Donc ouais, essentiel. Ouais.
Écoute, je te rejoins complètement. Et alors, c'est intéressant cette ouverture à SUI, où effectivement nous avions assisté en marge de Proof of Talk à l'événement SUI Connect. Effectivement, la stratégie de ce que j'en ai compris de SUI, c'est évidemment, je pense, sur les traces de Super Team. SUI per Team, c'est justement voilà, prendre ce qui a marché et d'essayer de s'en inspirer. Et comment ils font? Ils créent des événements, ils connectent avec les personnes de l'écosystème et je crois savoir qu'ils vont multiplier les initiatives dans ce sens-là. Et je pense que c'est la bonne chose à faire pour n'importe quel écosystème. Et donc, Super Team crée un précédent qui est efficace, qui est utile et qui marche bien. Donc, pour le coup, ouais, je suis assez d'accord. Et voilà, donc big up à Super Team, j'allais dire de façon structurelle. Évidemment, nous en France, parce que c'est les copains, évidemment à ceux qui s'en occupent en France et en Europe. Raphaël, on va te libérer. On va te laisser retrouver tous les builders. Fais des coucous à ceux que je connais. Et puis, Avec plaisir. à très bientôt, mon Raphaël.